Donc, oui, je disais 4 petits thèmes autour de la Révolution. Donc, c'est la notion qu'on a choisi d'aborder cette année, après le monde de l'année dernière, qui a été un petit peu avorté également pour les raisons que vous connaissez. Et on a fait la liaison entre monde et révolution. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu au mois de janvier avec Dominique, sur le monde d'avant et le monde d'après. Donc là, on va essayer de dégrossir la notion de révolution, hein, avec ces 4 petites parties. Donc la première partie, hein, ça va tourner autour du thème un peu du mot valise, hein, du terme valise de révolution, hein, puisqu'on met un peu tout et n'importe quoi dans tout ça. Et puis donc le second thème, ça parlera essentiellement de la révolution dans le sens politique, généralement où on l'entend quand on vous dit révolution, généralement, quand on est français en tout cas, voire russe, ouais. et qu'on dit révolution. Je pense qu'algérien aussi, peut-être, quand on dit algérien révolution. On est en plein dedans. En fait, on est en plein dedans. Donc, oui. Voilà. Ça me parle. Politique. En effet. En Algérie, on ne dit pas révolution, on dit Irak. Le Hirak, exactement, oui, c'est ça. Voilà. La troisième partie, bon, ça parlera un petit peu du comment dire, comment le concept, peut-être pas le concept d'ailleurs, la révolution en tant que révolution, la révolution française en tout cas, alors il y a des débats, est-ce que ce sont les idées qui ont amené la révolution, ou est-ce que ce sont les sans-culottes, ou est-ce que ce sont les mouvements sociaux, etc. En tout cas, on parlera peut-être des Lumières du XVIIIe siècle et du bouillonnement intellectuel de l'époque qui ont amené quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau, par exemple, à théoriser aussi un petit peu la Révolution. Je pense que là, Dominique pourra intervenir très très bien. Et puis, donc, on terminera peut-être avec un sens un peu plus actuel de la Révolution, avec peut-être les derniers mouvements sociaux qu'il y a eu en France avec les Gilets jaunes, savoir si c'est une révolution, une révolte, une insurrection. Et notamment, il y a un passage dans Les Misérables de Victor Hugo qui fait précisément la distinction entre l'émeute et l'insurrection. Donc, on s'intéressera à ça. Et puis, dans cette partie-là, on verra qu'il y a une révolution telle que nous, on l'entend, mais il y a aussi un mouvement qui va à l'encontre de la révolution, la contre-révolution. Et là encore, Dominique peut-être parlera de… Oui, je m'inscris là, parce que c'est plus actuel que la révolution pour l'instant. Voilà, sur ce côté… malheureusement. Contre-révolutionnaire, action-réaction un petit peu, quoi. Hein. Alors, donc, la première partie, donc, je vais dérouler le truc, hein, et puis… après, on interviendra, chacun peut dire un mot là-dessus, quoi. Donc, bon, c'est vrai que révolution, généralement, en premier, d'ailleurs, ça vient d'ailleurs du latin révolutio, pardon, qui veut dire retour du temps, hein, cycle, retour des âmes par la métempsychose, déjà, qu'on trouve ces notions-là dans l'Antiquité, on les trouve chez Pythagore ou chez Platon, même dans le dernier livre de la République, le mythe d'Èr, par exemple. Hein. Livre 10. Le livre 10, effectivement, hein, qui parle un peu de ça. Donc, mais c'est quand même un dérivé du latin revolvere, qui veut dire rouler quelque chose en arrière, imprimer un mouvement circulaire, à faire revenir quelque chose à un point de son cycle. Alors, bien sûr, c'est l'astronomie, ça. On pense au Soleil, hein, à la Terre. Et c'est finalement qu'avec la Révolution anglaise que ça a pris cette notion politique de révolution à partir de 1660, lors de la restauration de la monarchie anglaise. Alors, on entend ce terme de révolution en astronomie, mais on l'entend aussi à tout bout de champ. Hein. Révolution scientifique, révolution artistique, révolution technique, technologique. On entend tout ça. Voilà. Révolution macronienne. Et effectivement, le chef de l'État s'est fait élire avec un livre qui s'appelle Révolution. C'était son programme, ça s'appelait Révolution. Voilà. Donc, bon, on verra ça peut-être tout à l'heure. Hein, sur les révolution industrielle. Révolution, ce n'est pas nécessairement la première idée qu'on a à l'esprit quand on voit M. Macron, mais en tout cas, c'est la réalité. Il a sorti un livre qui s'appelle Révolution, et lui-même se dit volontiers révolutionnaire. Comme M. Reagan, comme Mme Thatcher, se déclarait également révolutionnaire.
Alors peut-être un petit mot sur la révolution scientifique. Généralement, ce qu'on appelle la révolution scientifique, hein, c'est un petit peu ce qui s'est passé au XVIIe, XVIe, XVIIe siècle. Hein. C'est-à-dire la période de la fin du Moyen Âge, en passant par ce qu'on appelle la Renaissance, jusqu'à ce que un monsieur qui s'appelle Copernic mette un coup de lunette comme ça dans le ciel et puis nous dise que finalement la Terre n'est pas au centre de l'univers. Alors ça a eu La révolution copernicienne. Voilà, la révolution copernicienne, donc, des conséquences énormes qu'on n'imagine pas aujourd'hui, hein, puisque le monde était réglé, le monde était immobile et tous les dogmes de l'Église catholique étaient fondés sur cette idée que le monde ne bougeait pas, qu'il avait été créé une bonne fois pour toutes et puis point à la ligne. Et puis donc derrière Galilée, Kepler, les grands astronomes, les grands physiciens qui s'y mettent chacun à leur tour, et un certain René Descartes, qui arrive aussi là-dessus et puis qui va donner une philosophie à tout ça en disant que c'est par la raison et la subjectivité humaine, rationnelle, la raison qu'on peut expliquer les choses du monde, qu'on peut expliquer le monde, où il n'y a que Dieu et l'être humain. Alors l'idée de Descartes, c'est quand même de prouver l'existence de Dieu. C'est pas d'aller contre Dieu, au contraire, la méditation métaphysique, c'est bien l'idée de prouver l'existence de Dieu en raison de manière rationnelle. Alors, il va faire très attention, Descartes, parce qu'on rigole pas trop quand même à l'époque avec ça. C'est extrêmement dangereux. Je peux t'interrompre un instant. Je peux t'interrompre 3 secondes. Oui. Juste pour illustrer ton propos, pas du tout pour l'arrêter. Il est tellement prudent que le discours de la méthode paraît en 1637, c'est-à-dire juste un an après la condamnation de Galilée. Exactement. Donc c'est le climat. Alors, il se méfie, et ça devient j'avance masqué. Il avance masqué, il a bien raison, parce que Giordano Bruno est passé sur le bûcher, hein, et il y a le mouvement libertin, alors pas le libertin d'aujourd'hui, hein, c'est pas tout à fait ça, mais qui est en train de sortir, et les libertins sont carrément poursuivis, pourchassés, et certains passent à la casserole, hein, ils sont brûlés en place publique, hein, donc c'est quand même un climat un peu lourd, et Descartes prend de multiples précautions pour ne pas tomber dans tout ça. Descartes qui est un mousquetaire, hein, qui est un militaire. Claire. Frédéric, qui est militaire également. Un mercenaire. C'est un philosophe, mais c'est quelqu'un qui s'engage dans les armées du Brabant, qui fait 10 ans de guerre. Le combat, il sait ce que c'est. L'engagement, il sait ce que c'est. C'est un combattant, hein, moi. C'est un vrai combattant, hein, Descartes. Dominique ne me démentira pas, mais c'est quelqu'un qui va au combat. Mais bon, il veut quand même s'assurer que ce qu'il va raconter, parce qu'il faut le présenter à la Sorbonne, hein, qui détient les clés de la diffusion de sa philosophie. Si vous n'avez pas l'aval de la Sorbonne, vous êtes mort. En gros, si la Sorbonne vous condamne, c'est fini pour vous. Donc, pour s'assurer du soutien de la Sorbonne, il va s'entourer de Gassendi, il va s'entourer de Arnaud, de Hobbes, des plus grandes sommités intellectuelles de mathématiciens, y compris de théologiens, hein, de jésuites, de protestants également, hein, pour s'assurer que ce qu'il raconte dans ses méditations, ça ne va pas fâcher le Saint-Siège. Bon, manque de bol, ça ne va pas être super trop bien son affaire. Enfin bon, c'est très très mitigé. Résultat des courses, le cartésianisme sera interdit après la mort de Descartes par Louis XIV. Interdit d'enseignement. Hein. Il y a une querelle également qui au même moment va s'enclencher aux Pays-Bas, puisqu'il vit à La Haye, je crois, avec un pasteur un peu rigoriste, protestant, ce qu'on appelle la querelle d'Utrecht. Ce pasteur, je crois qu'il s'appelle Gilbert Boetius, lui, il dit carrément Descartes, il est athée, il faut le mettre sur le bûcher. Direct, hein, c'est comme ça. Et puis vous savez peut-être également que la mort de Descartes a laissé aussi des suspicions. Il est mort à 53 ans, je crois. Il est mort de froid en Suède. Il est mort de froid, effectivement, en Suède, parce que la reine Christine voulait qu'il aille à 5 heures du matin lui faire de la philo, parce qu'elle déprimait, donc il fallait qu'il y ait un philosophe à 5 heures du matin en Suède qui aille la voir. Alors, la thèse officielle, c'est la pneumonie, mais plusieurs thèses, et d'ailleurs, dès la mort de Descartes, on soupçonnerait que c'est une hostie empoisonnée, qu'il aurait été assassiné. Voilà, parce que les jésuites, et il y aurait eu un jésuite. C'était peut-être le Covid.
Oui, peut-être aussi. Il y a toute une... Pardon. C'est un roman policier, parce que ça ne s'arrête pas d'ailleurs qu'à la mort de Descartes. Après, il y a le corps de Descartes qui est rapatrié, le roi ne peut pas l'enterrer, et tout, etc. Parce que le cartésianisme, c'est ce qui va renverser l'ancien monde, finalement. C'est ce qui va renverser la capacité de l'Église catholique et romaine à tenir les âmes. Hein. Parce que Descartes va nous dire que la vérité, elle peut être connue et sue par tout à fait autre chose que la foi. Voilà, contrairement à Pascal. Mais bon, voilà. Donc révolution scientifique, hein, avec le cas Descartes, qui va quand même dégoupiller quelque chose qui va exploser le siècle d'après. Hein, parce que déjà, Descartes, on ne peut pas dire que ça soit un philosophe politique, quoi, que ça soit quelqu'un qui ait fait le contrat social, qui se soit réellement... mais parce que il faut bien voir que le pouvoir, il est quand même détenu en grande partie par l'Église, quand même, hein, au même titre que le roi, qui se réclame en directe filiation de Rome. Et c'est par ce côté-là, notamment avec la remise en cause de l'Eucharistie, hein. Vous savez que les catholiques, quand vous mangez l'hostie, vous ne mangez pas un bout de pain, vous mangez le corps du Christ. C'est le corps du Christ, c'est vraiment le corps du Christ. Et Descartes ose dire qu'il y a transformation de la quantité en la qualité, qu'il y a des qualités premières, qu'il y a le mou, qu'il y a le dur, qu'il y a le chaud, qu'il y a le froid. Et tout ça, ça remet en cause petit à petit, parce que de manière concrète, matérielle, Descartes est en train de démontrer que l'hostie, il n'y a pas de Dieu dedans, quoi. Que ce n'est pas le corps du Christ. Il n'y a que de la matière et de l'étendue. Il n'y a que de la matière et de l'étendue. Voilà, il n'y a que de la matière et de l'étendue. Donc, ce qu'on appelle la transsubstantation, en langage, d'ailleurs, le changement du corps du Christ en pain, si on suit les positions de Descartes, eh ben, ça ne passe pas. Et c'est vraiment ce qui va se produire. Donc, la Sorbonne... alors, le Saint-Office romain mettra à l'index les méditations. Descartes est mis à l'index. Il n'est pas condamné au bûcher, hein, on ne le brûle pas, il n'est pas... Mais quand même, il ne faut pas trop parler de cartésianisme, il ne faut pas parler de Descartes. Hein, et je vous dis, c'est Louis XIV en personne qui voit que quand même... Alors, pour aussi des raisons politiques, il ne faut pas non plus... c'est pas le dernier tombé de la pluie, quand même, Louis XIV, donc bon, aussi pour des raisons politiques, mais il va condamner l'enseignement, en tout cas, du cartésianisme. Donc, révolution scientifique. Il y en a eu d'autres. On a Philippe qui est scientifique, sans doute, et épistémologue, je ne sais pas si on dit comme ça. À l'époque, il y a Kepler. Hein. Mais qui peut nous dire qu'il y a eu... La science, c'est qu'une suite de révolutions, finalement. Je ne sais pas si tu peux dire un mot, peut-être. En fait, moi, je suis un peu sceptique sur l'utilisation du mot révolution en science. Ça vient de Kuhn. Et donc, effectivement, comme quand on dit qu'en science, tu as énormément de révolutions, moi, je trouve que ça dilue un tout petit peu le sens réel et politique du mot révolution. Parce que, en fait, quand tu commences à générer... Parce qu'effectivement, avec ce sens-là de révolution, c'est-à-dire une science qui bouleverse radicalement les principes qui étaient dominants à une époque, en fait, tu peux avoir une révolution tous les 2 ans à ce compte-là. Et le problème, c'est que des révolutions politiques, il n'y en a pas, en fait. Et donc, avec cette généralisation du mot révolution, tu arrives à la fin à l'idée que c'est ce que tu disais tout à l'heure en introduction, qu'il y a des révolutions... il y a une révolution dans la banque, tu vois, enfin on peut faire le mot devient galvaudé. Et aujourd'hui, on est inondé du mot révolution parce que dès que quelque chose sort des normes, bouleverse des normes, c'est révolutionnaire. Et donc moi, je suis un peu méfiant avec l'utilisation du mot révolution pour une science parce que ça implique généralement qu'une révolution, c'est juste un bouleversement des normes, alors que c'est pas ça une révolution, c'est un changement de régime de propriété. Et donc c'est pour ça que je suis un peu sceptique. Moi, ça me pose problème. D'accord. Parce qu'effectivement, sinon on peut dire qu'il y a des révolutions tout le temps en science. Hein. Il y a quand même quelque chose qui se passe au 17e. Oui, ça c'est. Ouais, moi. De copernicienne. T'as quelque chose qui se passe, c'est indéniable. Mais tu vois, sur ce qui se passe au 17e.
prends par exemple, si on dit ce qui se passe au XVIIe, ça va être essentiellement une science qui va se mettre, qui va s'associer à l'artisanat, si tu veux, donc l'invention d'une technologie au sens propre, donc d'une science qui a une visée la révolution technique et technologique, on va en parler tout de suite après. Là. Voilà, mais en fait, ça c'est quelque chose, c'est un projet. Là, je pense que, dans l'exemple en tout cas que je vais citer, je pense que là, il y a une réelle révolution dans le sens où la vie des hommes, la vie des gens, la vie des êtres humains est absolument bouleversée. Ben, c'est une discussion, c'est une discussion sur les techniques. Tu as le célèbre texte de Gimpel qui est très bien, moi que je trouve très bien, et qui dit la révolution industrielle, c'est le XIIe siècle. C'est le 12e. Ouais. Tu connais le texte de Gimpel? Non. C'est un bon texte, hein. C'est un peu vieux maintenant, hein, mais je pense qu'il était marxiste, hein, d'ailleurs, Gimpel. Je pense, hein, quand tu prends des textes du XIIIe siècle, tu prends quelqu'un comme Roger Bacon, par exemple. Roger Bacon, c'est quelqu'un qui annonce au XIIIe siècle et qui dit on peut créer des machines volantes sans pilote, on peut créer des chars sans chevaux et sans pilote. Donc tu as déjà la perspective d'une mécanisation et d'une science qui pourrait permettre de produire des outils mécaniques. Et donc bien sûr que ça c'est juste une vision au XIIIe siècle, c'est pas une réalité. Enfin, mais ça l'est un peu, parce que l'horloge mécanique, c'est le XIVe siècle, tu vois. Et l'horloge mécanique, c'est déjà, c'est vraiment quelque chose qui anticipe. Donc moi, je pense que c'est pareil, la révolution du XVIIe, elle est indéniable, mais c'est pas une coupure avec le Moyen-Âge, hein. C'est pas une coupure du tout. Je peux intervenir? Oui, bien sûr, Dominique. Je voudrais commenter ce qu'a dit Philippe, parce que très important quand il a dit les révolutions scientifiques, bientôt il y en a tous les 3 mois à ce rythme-là, hein, je veux dire. Ouais. Et il me fait penser à, vous le connaissez mieux que moi, le patron de Apple qui est mort là. Oui, Steve Jobs, oui. Steve Jobs. Steve Jobs, lui, il arrivait tous les 15 jours en montrant un slip connecté, il dit ceci est une révolution. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ça illustre parfaitement ce que dit Philippe. Ceci dit, Philippe, il ne faut pas se contredire, parce que maintenant tu dis qu'il y a une révolution au XIIe siècle. Attention. Non, mais non, mais c'est là, par contre, je donne le point à Bertrand, parce que je veux dire, il y a changement et révolution. Quand Rousseau dit en 1770, nous approchons de l'état de crise tu vas me griller mon truc, Dominique. Et du siècle des révolutions, non, on la répète jamais assez celle-là. Là, c'est rare on le dira après ça. C'est rare qu'un mec soit prophète parce qu'il dit ça à 10 ans de la prise de la Bastille. Nous approchons, il ne dit pas de la révolution. Oui, attends, Dominique, nous approchons on abordera ça après. Du siècle des révolutions. Oui, 1830, 1848, la Commune de Paris. Parce que là, la première partie, on est bien d'accord, c'est sur l'idée de révolution. Mais la révolution scientifique, il y a quand même. Il y a la science, il y a. Je sais bien, c'est la mode de réhabiliter le Moyen-Âge, c'est la mode chez les écolos. Je connais par cœur ce discours contre-révolutionnaire. Je le connais par cœur. Bon, à partir du XVIIe siècle, il y a l'abandon de l'immanence pour la transcendance. D'accord? Il n'y a plus, comme tu dis, le Dieu dans l'hostie, n'est-ce pas? Et c'est très important de comprendre ça. C'est l'inertie. L'inertie. Descartes est le premier à formuler le principe d'inertie. Galilée le découvre, Descartes le formule philosophiquement. Je rappelle, un corps qui n'est soumis à aucune force est soit au repos, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. C'est fini. Il n'y a plus d'esprit qui meuve les choses, il n'y a plus la pierre qui tombe parce qu'elle a envie de tomber, c'est fini tout ça. Ça, c'est une révolution, parce que ça va beaucoup plus loin. Avec Descartes, hein. Voilà, je vous rends la parole. On parlera, pour remettre un peu la première partie, c'est effectivement de voir qu'on met de la révolution à toutes les sauces. Hein, voilà, tout à fait. Et là, Philippe a bien raison de dire, sinon… Après, on commence à voir quand même qu'il y a un avant et un après, dès lors qu'on parle de révolution concrète et qu'il y a une transformation radicale de ce qu'une époque… une société, une communauté peut penser faire agir, alors pas un mardi soir à 18h, hein, c'est jamais comme ça que ça se produit, mais sur du long terme et avec des accélérations, voire aussi des mouvements immobiles, enfin très peu perceptibles. Des seuils. Mais voilà, il y a des moments où on peut passer d'un monde à l'autre, en tout cas. Voilà. Et, bon, quand on dit ça, on a l'impression que ça se passe… comme en cliquant sur une souris, hein, mais
Ça n'est jamais ça. Donc, effectivement, et ça peut-être que Zara peut nous en parler, je ne sais pas, mais par exemple, dans l'art, dans la littérature, il y a des révolutions. Il y a toujours des révolutions. Si on pense par exemple des surréalistes. Les Voilà, le surréalistes, nouveau roman aussi. ils se réclamaient, ou les avant-gardes. Alors bon, il y a les symbolistes c'est avant. pas un jugement de valeur sur les Le roman c'est un peu ça. au Moyen-Âge, le roman courtois, le roman arthurien, c'est une révolution. Hein. Voilà. Les surréalistes, regardez les dadaïstes, il y a toute une série de révolutions. Oui. Donc, ils se réclament de Rimbaud, voilà, ils se réclament de Rimbaud, ils se réclament de Marx et ils se réclament de Freud, un breton qui est de Saint-Dizier, Dominique, je te l'avais dit. Hein. Il est venu à Saint-Dizier et c'est depuis Saint-Dizier qu'il a observé les poilus de la guerre de 14 qui se faisaient trépaner à Verdun, qui est à 70 km. Donc, Saint-Dizier, c'est l'arrière-base. Hein, et les poilus étaient soignés entre guillemets, puisque moi on m'a dit que Breton il était plutôt là pour débusquer les types qui ne voulaient pas y retourner. Hein, c'est à partir de ses observations à Saint-Dizier, alors qu'il était jeune médecin, qu'il a observé les effets de la folie dus au choc traumatique de la guerre de 14. Donc oui, Zara, toi qui es professeur de français, je doute que tu as déjà entendu ce mot de révolution appliqué à la littérature. À la littérature, oui. Bon, pas le mot révolution, mais plus un changement, une rupture aussi, un basculement. Par exemple, pour le nouveau roman. Ouais. Il y a eu avec Alain Robbe-Grillet, il y avait Nathalie Sarraute, et voilà, tout ce petit monde ils ont voulu en fait faire une sorte de rupture avec les anciens codes traditionnels du roman. Et il y a eu donc ce changement, j'imagine que vous connaissez quand même un peu. Et voilà. Donc pour la littérature, oui, c'était clair. C'était clair qu'il y a eu ce changement-là. Et on l'a ressenti jusqu'à aujourd'hui. Oui, ce changement par rapport à la forme déjà. Et par rapport à la narration. À la narration et à la façon d'entreprendre et de conceptualiser peut-être le roman. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux dire aussi voilà. Et est-ce que Rimbaud est révolutionnaire, alors, comme le disent les surréalistes? Est-ce qu'il y a un avant Rimbaud et un après Rimbaud? Un après, oui. Mais un avant, je ne pense pas. Parce que sa poésie, elle est authentique. Elle n'a rien à voir avec. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il a sa marque en fait. Pour Rimbaud, la coupure, c'est Baudelaire. Hein. Oui. Alors Dominique adore Rimbaud, donc il va peut-être lui dire un mot là sur une révolution littéraire. Est-ce que Rimbaud, c'est une révolution littéraire? D'après lui, donc je ne veux pas parler dans son dos, c'est pas mon opinion, mais la sienne, lorsqu'il juge toute la littérature, depuis les Grecs jusqu'à lui, dans cette fameuse lettre à son prof, là, il donne un cours de littérature à son prof, il a 17 ans, bon bref, et il dit, il les évalue tous en fonction du critère de la voyance, hein, c'est célèbre, la lettre du voyant, et il dit, Baudelaire est le premier des voyants, donc avant lui il n'y en a pas, premier des voyants, roi des poètes, un vrai dieu. D'accord. Mais, il y a un mais, cet âge est sans pitié, mais la forme, si vantée chez lui, est mesquine. Il a vécu dans un milieu trop artiste. Il a 17 ans. Hein. Oui, 17 ans. 17 ans. Comme le gamin à chapeau. Hein. Voilà. Oui, donc des révolutions dans l'art. Non, mais c'est le romantisme, la grande révolution en littérature au XIXe siècle, de la modernité, c'est le romantisme, voilà. Ouais, le surréalisme, c'est un avatar du romantisme, si vous regardez bien. Tout à fait. Alors, il y a un excellent livre de Sébrelli là-dessus, hein, qui s'appelle la trahison des avant-gardes, que je vous conseille fortement, qui est paru chez Delga, et qui analyse précisément toute l'évolution, ou la révolution, toute l'évolution du mouvement littéraire, artistique depuis les romantiques hein, jusqu'à Kuntz. Oui, voilà, alors il est vraiment super. Ce bouquin est vraiment, non, là, il est à l'envers, là. C'est la révolution. Voilà, depuis
Voilà, depuis les romantiques jusqu'à l'art contemporain, hein, ce qu'on vous dit. Et c'est pareil, quand tu parles de Steve Jobs, dans l'art contemporain, c'est la révolution tous les 3 jours à peu près. Hein, entre le mec qui colle une banane sur un mur et puis l'autre qui met un plug anal géant. Un truc comme ça en ce moment à Paris. Est-ce que c'est un vagin ou un truc? Ceci dit, il y a quand même un consensus pour dire qu'à partir de Demoiselles d'Avignon, la peinture subit un changement décisif. Et en musique, à partir du Sacre du Printemps, avec Stravinsky, les ballets russes, bon, il y a quand même des seuils. Voilà. À partir de Demoiselles d'Avignon, la peinture, quand même. Alors, je voulais donc juste terminer un petit peu. Non, mais même, effectivement, enfin, si tu prends en art musical, tu pourrais dire que la polyphonie, quand l'Europe, voilà. Quand l'Europe prend la voie de la polyphonie, c'est révolutionnaire, il n'y a pas de retour en arrière. Bon, bravo. Clair. L'école de Saint-Denis, l'école de Notre-Dame, Léonin, Perrotin. Voilà, l'école de Notre-Dame, absolument, ouais. Tout à fait. Il fallait oser faire diverger les voix tout d'un coup, là. Ouais, et puis non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'après, en plus, c'est une base sur laquelle il y aura plus aucun retour en arrière. Et tu parlais de Kepler tout à l'heure en astronomie, c'est complètement lié à cette révolution polyphonique. Alors, est-ce qu'on peut dire ça, que la révolution, c'est quand on ne peut pas revenir en arrière, alors, du coup? Ouais, ce serait un changement. Ouais, l'irréversible. C'est irréversible. On peut parler, on dit révolution, mais quand il y a irréversibilité. L'école de Notre-Dame, Léonin, l'école de Notre-Dame. Ah ben c'est Pérez, non là? Ouais. Très très bon. Hein. Alors peut-être que ça s'applique en sciences ou en littérature, mais est-ce que ça s'applique en politique? Moi, je ne suis pas sûr. Je pense qu'on peut revenir en arrière en politique. Oui. On verra tout à l'heure. Oui, alors dernier petit mot là sur cette première partie, avec un petit texte de Engels, tiré de la situation de la classe laborieuse en Angleterre, et là c'est surtout la révolution technologique, avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Jenny. Oui, la machine. La Jenny. La Jenny, la machine à tisser. Alors Engels nous dit ça. La première invention qui transforma profondément la situation des ouvriers anglais d'alors fut la Jenny, du tisserand James Hargreaves de Standhill, près de Blackburn, dans le Lancashire du Nord, 1764. Cette machine était l'ancêtre rudimentaire de la mule, qui devait lui succéder plus tard. Elle fonctionnait à la main, mais au lieu d'une broche, comme dans le rouet ordinaire à main, elle en possédait 16 ou 18, mues par un seul ouvrier. C'est ainsi qu'il fut possible de fournir bien davantage de fils qu'auparavant, alors que jadis, un tisserand, qui occupait constamment 3 fileuses, n'avait jamais assez de fils et devait souvent attendre. Il y avait maintenant plus de fils que n'en pouvaient tisser les ouvriers existants. La demande en produits tissés, qui par ailleurs était en augmentation, s'accrut encore en raison du meilleur marché de ces produits, conséquence de la réduction des frais de production grâce à la nouvelle machine. On eut besoin de plus de tisserands et le salaire du tisserand s'éleva. Et puisque dès lors le tisserand pouvait gagner davantage en restant à son métier, il abandonna lentement ses occupations agricoles et se consacra entièrement au tissage. C'est ainsi que la classe des tisserands agricoles disparut peu à peu complètement en se fondant dans la nouvelle classe de ceux qui étaient exclusivement tisserands, qui vivaient uniquement de leur salaire, ne possédaient pas de propriété, n'ayant même pas l'illusion de la propriété que confère le fermage. Ceux-ci devinrent donc des prolétaires, des working men. À cela s'ajoute encore la suppression des rapports entre fileurs et tisserands. Jusqu'alors, dans la mesure du possible, le fil était filé et tissé sous un même toit. Maintenant, puisque la Jenny, tout comme le métier à tisser, exigeait une main vigoureuse, les hommes se mirent aussi à filer et des familles entières en vécurent, tandis que d'autres forçaient de mettre au rebut le rouet archaïque et périmé quand elles n'avaient pas les moyens d'acheter une Jenny, devaient vivre uniquement du métier à tisser du père de famille. C'est ainsi que commença la division du travail entre tissage et filage qui devait par la suite être poussé si loin dans l'industrie. C'est quand même un exemple de révolution, ça, quand même. Enfin, en tout cas, c'est un exemple d'histoire, parce qu'un travail d'historien comme ça, à l'EHESS, ils n'en sont pas encore là. Hein. Non, ah ben, le texte d'Engels, c'est quand même un texte brillant, hein, la situation de la classe ouvrière en Angleterre. Ça, c'est pas du baratin. Bien écrit, puis c'est un texte extraordinaire. Hein. C'est vraiment en direct live, c'est la vraie vie, hein. C'est pas Plus belle la vie à la télé ou à Ah ben non, mais pour le ah, c'est la vraie vie, quand même. Ce que tu as lu, c'est quasiment un modèle, enfin, tout cet épisode de la Jenny, c'est un modèle pour le matérialisme. Comment une modification dans les conditions de production bouleverse absolument tout. Oui.
la société, et c'est Voilà. un texte incroyable. Là, bon, ça nous parle plus trop. Il était de la partie, financiers, il était de mais la partie, c'était un industriel. Hein. Tout à fait, ouais. Non, il connaît très bien, mais c'est un ouvrage que j'adore et si on que je l'applique trouve si brillant. on l'applique à l'informatique aujourd'hui, on voit quand même que ça a bouleversé un peu. Moi, qui suis journaliste, je veux vous dire, je fais 5 métiers en même temps, quoi. Hein. Je suis monteur, correcteur, diffuseur, rédacteur, secrétaire de rédaction. Je fais 5... Avant, il y avait 5 types pour faire ça. Il y avait des typographes, il y avait plein de métiers, mais maintenant, c'est fini, c'est cuit. Hein. Voilà. Donc, il y a une concentration des tâches, donc la technologie, c'est quand même quelque chose qui bouleverse les existences concrètement. Voilà. Donc, bon, voilà, est-ce qu'on peut parler aussi de révolution technique ou technologique? Peut-être pas celle de Steve Jobs et de son slip. Mais en tout cas, la Jenny, je pense que ça a dû bouleverser quand même l'existence des ouvriers qui vivaient du fil en Angleterre. Et puis après, bon, ça a ruiné l'existence des Indiens, parce que l'Inde a été ruinée. À l'époque, une cotonnade, on disait une indienne. Oui. Et Manchester a ruiné l'Inde. Tu vois, je repense à un truc toujours sur ce problème du mot révolution. Quand tu penses à une révolution politique, quand même, dans l'idée de révolte, qui va avec la révolution, tu as aussi l'idée d'injustice. L'idée de révolte contre une injustice vécue, quelque chose comme ça. C'est la troisième partie, donc on en parle après. Ouais, mais c'est juste pour dire que quand on dit, je pense que c'est un des trucs qui me gêne, j'ai pas assez réfléchi là, j'ai un truc, mais quand on dit, justement, quand on dit c'est disruptif, machin, là, tu vois, on a cassé des codes, ce qui n'apparaît pas, c'est qu'en fait, la révolution met un terme à un crime, à une situation criminelle quand même. Et quand tu parles de révolution technique, par exemple, je trouve que cette dimension du crime, elle disparaît. Et c'est pour ça que, oui. Voilà, c'est un changement radical, mais par contre, c'est pas quelque chose qui met un terme à une situation d'exploitation, par exemple, une situation. Il n'y a pas de révolte, tu vois. C'est ça qui me gêne. On peut aussi tout à fait dire que la Jenny a mis à la rue tout un pan de la Ah bah oui, à la rigueur, elle a plutôt créé une nouvelle situation. C'est tout à fait. Comme la suppression des métiers dans la presse dont on a mis au chômage, je ne sais pas combien de types. Moi, quand je suis arrivé dans ce journal, on était 9, on n'est plus que 4. Hein, donc, oui, non, mais c'est sûr. De suppression d'emploi, de suppression ou les conditions sociales des gens, d'existence, de tout ce que vous voulez, de salaire, sont complètement transformées quand même à cause de ça. Oui, c'est clair. Hein, l'extorsion de la plus-value est quand même un petit peu légèrement augmentée aussi. Mais tu vois, c'est vrai, mais tu vois, c'est ça, c'est que ça fait des révolutions sans révolter. Et je trouve qu'il manque quelque chose. Ah oui, non mais bien sûr. Tu vois, c'est pour ça que je trouve que c'est dommage d'appeler ça révolution quand t'as pas de révolte en fait. Sans révolter, la révolte... À la rigueur, c'est plutôt nous qui devons les révolter, parce que justement, comme tu le dis... Non, mais la révolution industrielle, on peut aussi dire que ça a été une des causes des mouvements révolutionnaires du 19e siècle. Non, mais c'est clair. Oui, mais c'est dans ce sens-là, c'est pas... La misère du peuple parisien en 1830, 48 ou 70, c'est quand même lié aussi aux évolutions de la société, enfin du social de la société. Hein. Oui, c'est clair, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que... Mais bon, ça, on va le voir dans le chapitre d'après, justement, de ce que tu dis là. Non, mais je te dis juste, tu sais, je t'avais dit qu'il fallait que je parte parce que j'ai un séminaire à 6h. Ah, d'accord. Rappelle, je suis désolé. Tu as bien fait d'anticiper parce que... Voilà. On va parler de ça, et juste pour dire que c'est peut-être pas Marx justement qui a théorisé ça, mais c'est peut-être Aristote qui l'a théorisé, qui s'est fortement intéressé au phénomène des révolutions dans son livre politique. Oui, bien sûr. Le livre 8, je crois, chapitre 1, qui s'appelle Théorie des révolutions. Oui, tout à fait. Aristote que Marx connaissait bien. Marx, mais c'est au point de vue concret les causes de la révolution, et c'est bien ce que tu dis, c'est fondé sur les inégalités. Voilà. Les causes pour Aristote sont fondées sur les inégalités de richesse, de biens, et il met la cause des révolutions là-dessus. Voilà. Bon, ben non, mais on ne te retient pas hein, si tu... Non, j'y vais. Merci pour l'invitation, et puis j'imagine que vous allez mettre au point un planning, quelque chose, enfin...
Bah, on essaye. Ok. En tout cas, Bon. je suis ravi qu'on se soit revus, Frédéric, Moi aussi. et de mettre un visage sur ton pose des questions. Bon, et ben à bientôt alors. Ok, À allez. bientôt. Ciao. Au revoir. Donc voilà, ça c'était la première partie. Alors si vous avez d'autres choses à ajouter sur le mot valise révolution, J'ai plein de sinon, on choses à passe dire, mais j'ai scrupule à intervenir parce que Christine et Frédéric n'ont encore rien dit. Oui, mais ils sont Je auditeurs. suis pas très bavard, moi. C'est bon, avec la- Écoute, très intéressant. Ils sont auditeurs. Hein. Ouais. Oui. Et bon, ils peuvent jouer au Candide. Hein. Nous, c'est bien les Candides, c'est Ouais. bien aussi. Hein. C'est déstabilisant, les Candides. Oui, ouais. Éventuellement, moi, ce que je pourrais dire sur le mot révolution, si on enlève le R, on a évolution. Donc peut-être que voilà, il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. Alors, en science comme en philosophie, ce que Christine vient de soulever, c'est le vieux Voilà. problème millénaire du continu et du discontinu. L'évolution est continue. La révolution suppose une rupture, une discontinuité. Il y a un très beau Oui, passage en dans effet. la préface de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Il y a un magnifique passage où Hegel compare ça au fœtus dans le ventre de la mère. Et il dit, à propos, parce que Hegel est contemporain de la Révolution française, hein, Oui. et il dit, il y a un changement qui nous paraît révolutionnaire, mais c'est qu'il y avait un mouvement depuis longtemps, une évolution lente. D'accord. Et il dit, alors là je cite mot pour mot, il en est ici comme dans le cas de l'enfant, il veut dire du fœtus, hein. Après Mhm. une longue et silencieuse nutrition, la première respiration dans un saut qualitatif interrompt la croissance seulement quantitative, et c'est alors seulement que l'enfant est né. Superbe dialectique de l'évolution et de la révolution. Mais c'est bien de le rappeler qu'il suffit d'enlever le R pour poser le problème. Voilà. En effet. Oui, non, mais tout comme Kepler ou Copernic, on imagine que c'est venu un mardi à 18h. Non, c'est quand même Voilà. beaucoup de choses qui sont Toi, tu dis accumulées. Depuis, Moi, tu dis un mardi à 18h, moi, je dis un 31 décembre à minuit. Mais c'est oui, pas voilà. grave. Oui, voilà, la Révolution française, c'est pas le 14 juillet à 18h, les sans-culottes et les 7 types qui étaient embastillés. C'est clair. Voilà, c'est pas. C'est des mouvements qui sont longs. Ben, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs pour Ouais. ce type de la révolution. Alors donc cette fois la révolution politique. Si on dit révolution à Zara, à Dominique, à Christine ou à Frédéric, tout de suite c'est révolution française. Enfin c'est la politique. C'est pas l'astronomie, c'est pas le Steve Jobs, c'est pas tout ce qu'on C'est a dit. vrai. On pense révolution politique. Hein, voilà. Ouais. Donc, mais peut-être que justement, quand on noie le poisson avec des révolutions dans tous les sens, c'est pour masquer quelque chose qui est de l'ordre du politique, parce que les hommes ne s'accordent jamais sur la politique. C'est toujours très compliqué de s'accorder sur la politique. Je crois qu'il y a un petit mot, Dominique, que tu dis très bien. Je ne sais plus qui disait pas. Aristote. C'est Aristote qui ça rassemble et la politique les divise, c'est ça? La mathématique unit les hommes, la politique les divise. C'est superbe, ça n'a pas pris C'est une vrai. ride, ça. Ça n'a En pas effet. pris une ride. Comme quoi, des fois, une simple citation comme ça éclaire l'esprit très très vite. Oui, donc révolution anglaise, révolution américaine, révolution française, révolution russe, chinoise, algérienne. Bon, voilà. Alors, comme je vous le disais, hein, alors oui, j'avais mis sur Facebook. Tunisienne. Ouais, tunisienne aussi, en effet. Oui. Même si elle paraît un peu lointaine maintenant, elle a été là. Est-ce qu'il y a eu un seul pays au monde où il n'y a pas eu de révolution? Je ne sais pas. Oui, sur Facebook, j'ai mis une petite phrase. Toutes les révolutions sont porteuses de mort. À votre avis, qui a dit ça? Burke, non? Oui, ça paraît un. Ça sent la contre-révolution ça paraît moderne, anglaise. Ça paraît très contemporain. Ça sent la contre-révolution. Popper, je ne sais pas moi. C'est Xénophon. Ah, oui. Ouais. Voilà, Xénophon. carrément, oui. Donc là, c'est il y a 2500 ans. Hein. Oui, mais il y avait la guerre du Péloponnèse. Hein. Donc là où je veux en venir, c'est que finalement, notre conception moderne de révolution, eh bien, elle a débuté, si on suit Aristote, depuis 2500 ans, voire beaucoup plus. Puisque les révoltes populaires furent légion dans l'Antiquité. Le peuple a toujours eu son mot à dire dans les affaires de la cité. Ce qui pouvait effrayer quelqu'un comme Platon, par exemple, qui n'est pas un révolutionnaire trop. Hein, c'est plutôt quelqu'un qui recherche une cité idéale dans laquelle chacun aurait sa place. Hein.
tout comme Aristote, hein, qui a écrit effectivement tout un livre sur la théorie des révolutions, mais c'est pas des révolutionnaires, puisque chez Aristote, c'est plutôt la bonne mesure. Faut trouver la bonne mesure. Hein, Aristote est nettement plus conservateur que Platon. Hein. Ce sont deux immenses intelligences. Hein. Mais Aristote est le précepteur d'Alexandre. Premièrement, ça compte. Hein, c'est quand même son patron, c'est Alexandre, c'est l'empereur. Hein. Bon, il lui commandait même des échantillons quand il allait aux Indes là, de ramener des échantillons d'animaux et de végétaux. Platon, il supprime l'esclavage dans la République. C'est-à-dire le pilier de l'Antiquité en termes marxistes, hein, quand même. Ah oui, oui. Oui. Et il donne la parole aux esclaves aussi dans certains de ses dialogues. Donc, mais quand même, ce que ne veut pas Platon, c'est l'anarchie. Il veut pas le c'est clair. Ah, ça, il n'aime pas ça. Donc, d'où l'urgence dans l'Antiquité et dès l'Antiquité, finalement, avec Platon et à partir de Platon, de produire un modèle. Hein. Avant Platon, il n'y avait pas de modèle théorique. Hein. Il n'y avait pas un modèle pour assurer la stabilité politique de la cité. Bon, alors ça remet quand même en cause l'idée que le peuple ne joue jamais son rôle, hein, et qu'il est toujours passif, qu'il y a la servitude volontaire, qu'on est tous des moutons. Si on observe attentivement ce qui se passe dans l'histoire, et dès l'Antiquité, il y a des mouvements populaires, il y a des choses qui se passent. Les cités sont renversées à Athènes, à Corfou, à Milet. Il y a des factions qui se mettent les unes contre les autres. Et puis il y a chez les Romains, il y a le parti populares. Il y a des choses, il y a la plèbe, ce qu'on appelle la plèbe, l'irruption de la plèbe. Les Grecs, hein. Produit simplement avec la Révolution française et les sans-culottes. Voilà, ça a toujours existé, à tel point que le même Xénophon qui nous dit « J'observais un jour combien de démocraties ont été renversées par des hommes qui préféraient tout autre gouvernement, combien de monarchies et d'oligarchies ont été détruites par des factions populaires, combien d'ambitieux ont été dépouillés de la souveraine puissance qu'ils venaient d'usurper, et combien l'on admire le bonheur et l'habileté de ceux qui ont su s'y maintenir, même peu de temps. » Voilà. Donc, il observe bien son temps, son époque, et il voit qu'effectivement, il y a des crises sociales, des crises politiques qui se déroulent un peu partout dans les cités grecques. Et c'est un peu ce que rappelle Brecht quand il dit, et le poème de Brecht, bien des gens, non, c'est pas ça, excusez-moi, qui a construit Thèbes aux 7 portes. Ah, c'est magnifique ça. Dans les livres, on donne le nom des rois. Les rois ont-ils traîné les blocs de pierre? Babylone, plusieurs fois détruite, qui tant de fois l'a reconstruite? Dans quelle maison de Limal adorée logèrent les ouvriers du bâtiment? Quand la muraille de Chine fut terminée, où allèrent ce soir-là les maçons? Rome la grande et pleine d'arcs de triomphe, qui les érigea? De qui les Césars ont-ils triomphé? Byzance, la tant chantée, n'avait-elle que des palais pour les habitants? Les frais, qui les payait? Autant de récits, autant de questions. Bon, Brecht nous dit que quand même, magnifique. Les gens qui ont construit l'Empire romain ou Babylone ou autres, ce sont des êtres de chair et de sang. Hein. Ce ne sont pas les rois ou pharaons qui ont construit. Oui, Christine. Christine. Je veux faire une petite intervention très actuelle. Il y a 6700 morts sur les chantiers pour la Coupe du Monde de foot. Ah oui, au Qatar. Tout à fait. On en est encore là. On en est encore là, non mais tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Merci pour eux. Donc, et c'est pas un hasard, hein, je poursuis un petit peu la présentation, c'est pas un hasard si le disciple de Platon, Aristote, examinera, mais vraiment de manière, je vous encourage à le lire, hein, la théorie des révolutions et Marx a été un grand lecteur d'Aristote. Hein. En plus, c'est pas du Heidegger, hein, c'est pas avec des mots compliqués, c'est pas avec des choses où il vous faut un dictionnaire de grec ancien à côté. Non, c'est pas du tout. C'est très très clair. Hein, il écrit très bien, c'est très concis, très spartiate presque, hein, laconique. Aristote donc examinera attentivement les causes des révolutions en leur attribuant un mouvement interne et propre à la cité. La question en suspens repose sur la structuration du pouvoir afin de juguler l'humeur populaire qui peut aboutir à la révolte ou la révolution. Ça, c'est le but d'Aristote. Il ne veut pas de révolution, Aristote. Hein. Voilà. Il veut un régime qui soit équilibré, hein, et qui ne soit pas tout le temps sujet à des bouleversements permanents de révolte et de révolution. Elle devient alors fondamentale pour celui qui veut établir la règle du meilleur des gouvernements. Si Platon évoque l'injustice ou le dérèglement des institutions comme cause de ces révolutions permanentes,
Aristote, en bon matérialiste, place l'inégalité des richesses au premier rang de ses causes. Et moi, je vous lis ce qu'il dit dans son livre 8, chapitre 1, politique. Bien des gens, par cela seul que leur naissance est illustre, c'est-à-dire qu'ils ont pour eux la vertu et la richesse de leurs ancêtres, qui leur assurent leur noblesse, se croient, grâce à cette seule inégalité, fort au-dessus de l'égalité commune. Telle est la cause générale, et l'on peut dire la source des révolutions et des troubles qu'elles amènent. Voilà, donc c'est clair, ce sont les inégalités de richesse, de naissance, c'est moderne aussi, ça. C'est, Parfait. Voilà, c'est ce que diront aussi les révolutionnaires français. Hein. Vous êtes nés, point à la ligne. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Ce que reprendra un petit peu Rousseau après. Vous n'avez rien fait, vous êtes né, puis c'est tout, puis vous êtes devenu marquis, et puis donc voilà. Donc, marquis de père en fils. Donc voilà, donc ça c'était pour amener l'idée de la révolution politique, de la révolution en politique, où on peut dire que c'est pas simplement l'attribut des modernes, hein, de ce qu'on appelle la révolution depuis la révolution anglaise. C'est quand même les Anglais, ils ont décapité un roi quand même, les Anglais. Hein, quand même. Ils l'ont fait avant nous. Hein, donc, ils n'ont pas fait semblant hein, quand même. Sinon, ouais, sauf que c'est une révolution hyper conservatrice. Hein, et très conservatrice, oui, bien sûr. Bourgeoise, conservatrice. Puritaine. Puritaine, tout à fait. Écologique. Donc voilà, bon, si vous voulez intervenir là-dessus, hein, sur cette idée que Aristote attribue la cause des révolutions, des révoltes et des mouvements populaires aux inégalités de biens et de richesses. C'est quand même un discours qu'on entend aujourd'hui. Hein, on vous dit que les 500 plus grandes familles de France gagnent, je ne sais plus combien, 99% des richesses c'est pour eux, et puis que les 1% ils se partagent le reste. Comme dit Christine, ça n'a guère évolué non plus. Donc, genre, je ne sais pas si c'est dans des proportions supérieures aujourd'hui. Bruno Guig sur Facebook semblait dire que oui. Je ne sais pas si Pharaon, par exemple, était quand même un peu plus puissant que Bill Gates ou l'autre qui fait les voitures électriques. Elon Musk, je crois qu'il est la première puissance financière du monde, lui. Et je crois que Hegel en parle, je me retourne vers Dominique, mais il me semble que Hegel insiste sur le fait que un seul était libre, j'allais dire sur le mode de production asiatique, mais un seul était libre sous Pharaon. Il y avait Pharaon, point à la ligne. Et les autres. Ça, c'est la formule qui résume toute l'histoire universelle pour Hegel. Donc, il faut la connaître. C'est la liberté qui est le sens de l'histoire pour lui. Donc, les Orientaux, empereurs de Chine, Pharaon, roi des rois en Perse, bon, les Orientaux savaient qu'un seul est libre. Donc, ça veut dire, on est bien d'accord, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Oui, oui, c'est une manière de parler. Les Grecs, sa famille, bon, les Grecs sûrs que quelques-uns sont libres, c'est les citoyens libres par rapport aux esclaves. Voilà. 10% Athènes, 10%. Voilà. Et les modernes savent que tous sont libres. Extraordinaire formule qui montre que quand même parce qu'on pose souvent le problème, est-ce que l'histoire a un sens? Est-ce que c'est pas totalitaire de dire que l'histoire va dans une direction? Sauf que quand on fait comme Hegel, que cette direction c'est la liberté, on a du mal à faire passer la liberté pour totalitaire quand même. Voilà. Par contre, à moins que Zara veuille intervenir ou Frédéric, je ne sais pas, je voudrais commenter ce que Bertrand vient de dire, mais… oui, non, oui, tout à fait. Hein. Vas-y, Dominique, hein, pas de souci. À propos de révolte et révolution, Philippe est parti, mais je voulais le dire quand il était là aussi, parce qu'il avait l'air de valoriser la révolte. Je rappelle la formule d'un philosophe, c'est pas mon Dieu, mais c'est un des… Il fait un consensus à son époque, je pense à Merleau-Ponty, tout simplement, dans les années 50. Hein. Merleau-Ponty dit « Si le philosophe était un révolté, il choquerait moins ». C'est pour ça qu'on a eu Camus, alors. Il veut parler de Socrate, hein, pour montrer que Socrate, lui, c'est autre chose. Socrate, c'est autre chose qu'une révolte, c'est une vraie révolution. Si le philosophe était un révolté, il choquerait moins, et je continue, il continue, car enfin, chacun sait que rien ne va comme il faut, quitte à l'oublier quand on revient aux affaires. Regardez Cohn-Bendit, c'est le modèle même du révolté en 68 et il nous appelle à voter Macron et apôtre du libéralisme en 78.
D'accord. La révolte, c'est pas très sérieux. On a tous été révoltés à 17 ans, ça va. Hein. Oui, puis c'est. La révolution, c'est beaucoup plus grave. Voilà ce que je veux dire. Et la bourgeoisie préférera toujours 1000 fois un révolté à une révolution. Bien sûr. Clairement, oui. C'est leur fond Non, de mais commerce. voilà, non, mais voilà. Hein. Parce qu'il y a une femme qui s'est mise à poil à la remise des Césars hier, là, je veux dire, voilà, elle croit qu'elle a fait la révolution. Non, ça c'est vieux comme. Les libertins se permettaient ça dans l'aristocratie avant. Hein. Seulement, c'était réservé à ceux qui avaient de l'argent. Le marquis de Sade, il est marquis. Dans les Noces du Figaro, le comte Almaviva, c'est un comte. Et dans les liaisons dangereuses, ça ne se passe pas dans la paysannerie. Hein. Non, Valmont, ça a marqué aussi, je crois. Voilà, hein. Je fais allusion à la littérature pour Zara. Oui. Donc voilà, premièrement, il faut faire attention. La révolte, c'est à double sens, hein, je veux dire. D'accord. Je respecte, hein, il y a les révoltes paysannes, la jacquerie, tout ça, elles sont matées dans le sang. Il peut y avoir une révolte sans qu'il y ait de changement, et au contraire, avec un durcissement du régime. Inversement, pour ce qui est de révolution maintenant, il ne faut pas confondre le mot et la chose. Parce que le mot, il ne faut pas oublier que Hitler, enfin, sous le Troisième Reich, on parlait de révolution nationale. Pétain, c'est la révolution nationale. Absolument. Ce n'est pas un terme qui connote nécessairement le progrès, ni la gauche, attention, ni la démocratie. Non. Hein. Oui. Hein. Ça, Et maintenant, plus les gens sont à droite, plus ils sont contre-révolutionnaires, plus ils se pensent à gauche. oui. D'accord. Il n'y a qu'à voir Europe Écologie Les Verts. Hein. Il veut qu'on bombarde la Syrie, il veut que l'OTAN écrase la Chine. Bon, mais à part ça, il est de gauche. Bon, je veux bien. Jadot, c'est comme ça que ça s'appelle, non? Oui, donc ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure aussi, hein, sur les mouvements contre-révolutionnaires, hein, puisque dès lors qu'il y a eu changement politique, d'une manière plutôt en faveur, on va dire, des plus nombreux du peuple, hein, immédiatement après, il y a eu contre-révolution, où il y a eu des courants de pensée qui se sont inscrits contre les Lumières. Donc, justement, la Révolution française, qui est quand même aussi la matrice un petit peu de ce qui s'est passé après aux États-Unis, de ce qui s'est passé même en Russie, hein, où les bolcheviks parlaient beaucoup des Jacobins, de Robespierre, voilà, ils avaient ça. Il faut lire Mathiez là-dessus, hein, excellent. Mathiez, qui a fait beaucoup d'études là-dessus sur le parallèle entre la Révolution bolchevique et la Révolution française. Donc, tout ça, c'est pareil, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, ça n'est pas arrivé un mardi à 18h. Voilà. Il y a eu quand même un grand mouvement intellectuel dans toute l'Europe, hein, pas simplement en France. Donc, on l'a appelé le siècle des Lumières. Hein. C'est-à-dire que le logiciel, les esprits, le logiciel qu'on avait dans la tête, il s'est mis à changer, il s'est mis à vriller. Si je peux oser un parallèle avec ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, quand on pointe un petit peu BFM TV, la BFMisation des esprits, il faut s'imaginer voilà ce que c'est que l'idéologie, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement répandue dans les esprits. Eh bien, ce qui se passe à cette époque-là, là, ça va tourner, ça va changer. Alors peut-être pas dans le peuple, hein, peut-être pas dans les gens qui savent à peine lire et écrire. Hein, il y a 80% d'illettrisme quand même, hein, au 18e. C'est pas l'école n'est pas obligatoire pour tout le monde et tout, etc. Mais en tout cas pour les clercs, hein, pour les gens qui sont qui sont les milieux un petit peu intellectuels et qui ont une véritable influence sur et une classe sociale en particulier, c'est la bourgeoisie. Voilà, parce qu'il faut se rappeler quand même que le monde n'était pas gouverné par le capital, il n'était pas gouverné par la bourgeoisie à l'époque. C'était la monarchie de droit divin. Hein, c'était Dieu. C'était pas Bill Gates ou je sais plus l'autre qui vend les voitures. C'est ce que disait Dominique, c'est le marquis un tel, c'est le comte un tel, c'est le baron, et ça de père en fils, hein, que vous soyez le dernier des abrutis ou pas, c'est pareil. Vous naissez avec un titre. Donc ça, quand même, il va y avoir un grand bouleversement, une grande remise en cause intellectuelle de la monarchie de droit divin. Alors bon, on cite Montesquieu, on cite Voltaire, et bien sûr Rousseau, hein, qui va dégoupiller, là encore, l'ancien régime. Mais tout ça aussi, ça apparaît dans un contexte social et politique qui est particulier, hein, qui n'est pas simplement dû à des théories politiques qui sont pensées. Donc c'est Kluskar qui parle Kluskar, qui est un philosophe français, qui était un ami
de Dominique, qui parle de, alors je crois que c'est 1604, à partir du moment où la noblesse qui était absolument ruinée par les guerres de religion. 1610, c'est pareil. Le moyen qu'ils ont trouvé, c'est de vendre les titres. Hein, si vous voulez devenir marquis ou comte, hein, vous avez un peu de sous, et ben le bourgeois, le grand marchand. Ça, c'est une révolution. Il pouvait, salut. Oui, d'accord. Il pouvait acheter un titre, il pouvait devenir marquis et tout, etc. Avant, il fallait naître noble. Pour être noble, maintenant, on peut devenir noble avec un peu de sous. Donc ça va créer ce qu'on a appelé la noblesse de robe. La noblesse de robe, et c'est eux qui vont faire la révolution. Bien sûr. C'est eux qui vont faire la révolution. C'est l'édit de la Paulette. L'édit de la Paulette, parce que c'est M. Paulet, P-A-U-L-E-T, qui l'a signé. Voilà, l'édit de la Paulette, 1604, je crois. Donc, mais un type comme Robespierre, c'est un petite noblesse, quoi. Hein. Un avocat, ouais. Mais c'est de la petite noblesse, hein. C'est comme les Giscard d'Estaing. Enfin, je ne sais plus si Giscard, je crois qu'il a acheté aussi son titre. Enfin bon, ils ont acheté des titres comme ça et ils sont devenus, voilà. Et donc, tout ça s'est accompagné d'un grand mouvement social, et puis d'émeutes du peuple parisien, la commune déjà de Paris, qui va prendre les fourches, et puis les gilets jaunes de l'époque, hein, et qui vont aller directement à la Bastille. Voilà, donc ce sont les femmes. Un point pour les femmes quand même. Les femmes qui vont aller à Versailles, les femmes de Paris, chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron, le roi, la reine et le dauphin. Oui. Pour les ramener aux Tuileries. Donc, il y a un mouvement d'ensemble quand même dans la société et qui s'accompagne, et ce qu'il n'y a peut-être pas aujourd'hui d'ailleurs, hein, si on reprend l'exemple des Gilets jaunes, mais qui s'accompagne d'un grand bouleversement intellectuel. Hein. C'est-à-dire que déjà avec Descartes, on avait renversé Dieu, hein, on avait la mort de Dieu, c'est pas Nietzsche, hein, c'est déjà Descartes qui est quand même le truc, et concrètement, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, c'est-à-dire que comprendre le monde, la physique, la nature, eh ben c'est pas Dieu. C'est avec notre cerveau, c'est l'être humain qui est capable de décrypter la nature, de la déchiffrer, de la mettre en modèle mathématique et de la mesurer. Voilà, c'est quand même énorme ce qui se passe, quoi. Avant, c'était absolument pas possible, c'était Dieu, point à la ligne. Hein, donc ça y est, c'est dégoupillé, c'est dégommé. Descartes a dégommé ça. Et puis après, il reste toutes les grandes théories politiques qui vont être mises en avant, couchées sur le papier, donc par Montesquieu, par Voltaire un peu moins. On attribue beaucoup à Voltaire. Enfin bon, c'est pas non plus un grand théoricien politique. Enfin bon, même si il a pour modèle ce qui s'est passé en Angleterre, en gros, hein, la monarchie parlementaire anglaise, réactionnaire, bourgeoise. Voilà, c'est son modèle. Celui qui va le plus, effectivement, dégommer l'Ancien Régime, c'est Rousseau, tout simplement, c'est Rousseau. Donc, 2 ouvrages, et il ne va pas faire semblant non plus. Hein. Rousseau, 1712-1778, si je ne me trompe pas. Hein, donc, il épouse le 18e quand même. Et il a une cinquantaine d'années, peut-être même un peu plus, quand il sort coup sur coup 2 ouvrages, Le Contrat social et l'Émile. Et là, badaboum. Là, comme pour Descartes, ça a été extrêmement compliqué pour Rousseau, qui est obligé de s'enfuir carrément, puisque ces 2 livres vont être au taux d'affaires. Je ne sais pas s'ils sont brûlés. Brûlés. Bon, en tout cas, ils sont interdits, les livres sont interdits, et plus que ça, c'est qu'il est prise de corps. C'est-à-dire qu'il a toute la police française du Royaume de France à ses trousses, voire même au-delà. Donc, il est obligé de s'enfuir. Donc, ça rigole pas quand même. Alors, il fout le camp en Suisse, et là, boum, qu'est-ce qu'il fait ? Il se fait lapider, oui, je me dis bien lapider, la maison, à moitié. Il balance des pierres, et il est obligé de refoutre le camp en Angleterre, et puis de revenir en France sous un nom d'emprunt. Enfin, vous voyez, c'est donc qu'il se passe quelque chose. Et il se passe précisément ce que je vais vous lire, ou ce que Dominique connaît extrêmement bien, qui est... alors, si tu permets, je vais le lire pour une fois, Dominique. Avec plaisir. C'est un Corse qui te parle. Quand quelqu'un travaille pour lui, un Corse, ça l'arrange. Et donc c'est dans l'Émile, hein, le traité d'éducation, mais qui est un traité aussi extrêmement politique, où Rousseau vous dit ça. Vous vous fiez à l'ordre actuel de la société sans songer que cet ordre est sujet à des révolutions inévitables et qu'il vous est impossible de prévoir ni de prévenir celle qui peut regarder vos enfants. Le grand devient petit, le riche
devient pauvre, le monarque devient sujet. Les coups du sort sont-ils si rares que vous puissiez compter d'en être exempt? Nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions. 1762, 25 ans avant la Révolution française. Qui peut vous répondre de ce que vous deviendrez alors? Tout ce qu'ont fait les hommes peuvent le détruire. Il n'y a de caractère ineffaçable que ce qu'imprime la nature, et la nature ne fait ni prince, ni riche, ni grand seigneur. Alors boum, là c'est réglé. Là c'est réglé. Là, c'est clair en tout cas. Les règles sont compte à l'ancien régime, tout simplement. Hein. Donc il nous dit d'abord que les révolutions, elles sont inévitables. Donc il connaît bien l'histoire, hein, comme Voltaire connaît bien l'histoire. Hein, tous ces Montesquieu sont des historiens. Hein, ils regardent précisément comment se sont passées les choses, se sont déroulées les choses. Et ils voient que les mouvements populaires sont absolument inévitables. On ne peut pas faire sans révolution, ce qui met un petit peu un bémol à ce qu'on appelle la fin de l'histoire, hein, où il y aurait quelque chose qui serait arrêté, un modèle défini, et puis qui ne bougerait plus, par exemple. Et Rousseau nous dit ça à 25 ans, 1762, 27 ans, enfin oui, quasiment, 25 ans avant 1789. Hein. Donc là, c'est de la prophétie. Hein. Enfin, c'est quand même, il a le nez creux quand même. Hein. Il sent qu'il se passe quelque chose. Et ce qui est en train de se passer, eh bien, c'est un siècle de révolution, parce que ça va commencer en 1789, mais ça, et encore, certaines théories nous disent que la Révolution française n'est pas terminée, hein, qu'on est dans des cycles encore qui peuvent se poursuivre, parce que si vous observez les choses depuis 1789, depuis 30, enfin tous les 30 ou 40 ans, il y a un craquement, il y a quelque chose, c'est 1800. Alors bon, il y a les guerres napoléoniennes qui vont bien sûr bouleverser aussi l'Europe, et parce que la France va coaliser toutes les monarchies européennes contre elle. Hein, donc voilà. Donc les 1830, 1848, 1870, 1917. Si vous mettez en France, en tout cas, les 10 années entre 1936 et 1946, à proprement parler, c'est quasi révolutionnaire. Hein, c'est-à-dire que tout le modèle social français aujourd'hui, il est fait en 10 ans, avec une guerre au milieu, entre 1936 et 1946. La retraite par répartition, la sécurité sociale, les congés payés, enfin tout le modèle social français, absolument révolutionnaire. Ça n'existait pas avant, faut bien dire. Avant, les enfants, ils travaillaient 10 heures par jour. Hein, et on se demandait s'il fallait les faire travailler jusqu'à 12 ans, 8 ans. C'était ça, on s'interrogeait. Le patronat nous disait à l'époque, si les enfants ne travaillent pas, l'économie s'effondre, l'économie s'écroule. Voilà. Donc tout ça, en l'espace de 10 ans, on peut presque dire que la période 1936-1946, c'est une période quasi révolutionnaire. Voilà. Donc, et ce qu'on observe, alors là, peut-être que c'était Dominique qui pouvait intervenir là-dessus, donc c'est qu'effectivement, dès lors qu'il va y avoir ces courants de pensée là, qui vont être dominants dans les esprits, eh bien, va s'enclencher des mouvements aussi contre-révolutionnaires. Donc, la contre-révolution actuelle, elle intervient quasi immédiatement, et notamment à partir de l'Angleterre, hein, avec Burke, par exemple, où on va tenter de contrer d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue théorique, comme le dira Lénine, pas de théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire sans théorie. Très important. Hein, si on veut faire les choses bien et les mettre en pratique, il faut un logiciel cohérent, il faut quelque chose qui soit en capacité de faire mouvoir les acteurs de la révolte qui va se transformer en révolution. Donc ça, effectivement, le terme de révolution, il sera repris petit à petit par des courants qui sont contre-révolutionnaires, qui vont s'inscrire contre la révolution. Hein. Donc, on peut citer Tocqueville, par exemple, hein, on peut citer Demestre, enfin bon, il y a Burke surtout, et Demestre, oui. Burke, Demestre, hein, donc ce sont des gens qui vont s'échiner à contrer les arguments. Alors, c'est à peu près toujours pareil, hein, c'est que d'un côté, vous avez au niveau de la pensée des gens qui vous disent l'être humain, c'est le produit de l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de détermination, il n'est absolument pas déterminé par quoi que ce soit, il devient quelque chose. Hein.
il devient riche, il devient pauvre, il devient ce que vous voulez. Et puis, les courants plutôt réactionnaires, qui vont prendre aussi beaucoup racine chez Hobbes, par exemple, qui vont vous dire, non, non, dans la nature, c'est pas comme ça. Si vous ôtez la société, si vous ôtez tous les acquis, tout ce qu'on est devenu, eh bien, l'homme est un loup pour l'homme. Voilà. Hein. Donc, l'homme étant un loup pour l'homme, et il faut un gendarme, il faut un léviathan, il faut un pouvoir autoritaire et fort qui fasse la police, qui fasse le gendarme. Sinon, c'est la guerre de chacun contre chacun. Donc, c'est des arguments qu'on entend encore aujourd'hui. Hein. Voilà. Hein. Donc, dès qu'on creuse un peu quand on parle de concurrence libre et non faussée, c'est quand même quelque chose qui est de cet ordre-là. Hein. On est en concurrence les uns avec les autres, c'est le meilleur qui gagne, etc. Mais jamais, si. On pensait encore aujourd'hui, qui pense que l'éducation, qui pense que quelqu'un qui est né pauvre peut devenir moins pauvre, peut s'enrichir, voilà. Le modèle républicain, d'ailleurs, à la fois chez Platon, dans la République de Platon, et celui, je sais pas, de la Troisième République, au mérite, ou des choses comme ça, même si, bon, souvent c'est dans les faits, on sait très bien qu'à Sciences Po, il y a quasiment pas de fils d'ouvriers, il y a pas de chômeurs, il n'y a pas de fils de chômeurs, c'est toujours 98% de petites classes moyennes, ce qu'on appelle couche moyenne, ou supérieure, qui ont accès aux grandes écoles. Il faut faire de ce qu'on appelle de la discrimination positive, c'est-à-dire ouvrir largement les bras des grandes écoles pour que quelqu'un qui vit en banlieue ou quelqu'un qui vit puisse accéder à ça. Donc, bon, ça, c'est le formalisme, un petit peu, qui est aussi critiqué par Marx, par exemple, le formalisme des belles intentions, des belles idées. Tout le monde souscrit à liberté, égalité, fraternité, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est que dans les faits concrets et réels, bon, on constate que c'est pas, voilà, la mise en pratique est un peu plus compliquée. Et donc, il y a d'autres facteurs qui font que l'égalité n'est pas réelle, et tout simplement, c'est la prédominance du capital, la prédominance de celui qui possède les moyens de production, qui possède la richesse, même si c'est le travailleur qui la produit, eh bien, elle est captée par une classe sociale, la bourgeoisie, le capitalisme, qui fait qu'il est extrêmement compliqué après pour chacun et chacune créer, d'accéder. Voilà, il suffit d'être riche, hein, il suffit d'être riche bien souvent pour que, voilà, dès lors qu'on est riche, on n'a pas besoin de faire d'études, en gros, hein, pas besoin de, voilà, vous êtes le fils d'eux, monsieur, tout le monde a versé des larmes de crocodile sur la mort de monsieur, comment il s'appelle, monsieur Dassault, bon, qui devait être un garçon charmant, hein, voilà, qui est fils d'eux, voilà, donc, on dit qu'il était brillant en je sais plus quoi, en photo, qu'il était excellent pilote d'hélicoptère, il était surtout milliardaire, donc, et que voilà, c'est quand même un peu plus facile quand même comme ça. Et donc l'argent dominant bien sûr le monde et les esprits. Alors bon, donc la critique un peu plus fouillée que ce que je viens de faire à la hache, c'est bien sûr Marx qui va l'apporter. Mais en tout cas, les théories politiques, elles naissent également, alors là encore, hein, c'est pas un mardi à 18h, elles naissent ce qu'on appelle au siècle des Lumières, avec des théoriciens, il y a Locke, il y en a plein, hein, il y a Locke en Angleterre, il y a bien sûr Rousseau qui est pas français, Rousseau, hein, quand même, il est jeune, Voltaire, Montesquieu, voilà, et d'autres, qui vont apporter leur pierre à l'édifice de ce qui va se produire. Et tous les révolutionnaires français vont prendre part, soit pour Voltaire, soit pour Rousseau. Robespierre, il connaît son Rousseau par cœur. Les encyclopédistes, hein, d'Alembert, des encyclopédistes. Diderot, voilà. Alors, les encyclopédistes, hein, qui s'inscrivent un peu dans la lignée des scientifiques également, hein, de la suite de Descartes, hein, qui vont décrypter aussi la nature d'un point de vue rationnel et se confronter à la physique. Donc, il y a la révolution scientifique. Je sais que notre camarade
n'aime pas ce mot-là, enfin, comment il s'appelle, Philippe qui est parti. Mais bon, la révolution scientifique, la révolution politique, et puis la révolution industrielle, hein, puisque au même moment, à peu près, en Angleterre, on l'a vu avec le texte de Engels, eh bien, les grandes manufactures, la paysannerie anglaise va massivement envahir les Manchester, les villes du Nord, surtout les villes du Nord de l'Angleterre, qui sont autant en Italie c'est le contraire, hein, c'est les pauvres sont au sud et les riches sont au nord. En Angleterre c'est le contraire, hein, vous allez à Manchester, Liverpool, Glasgow, vous avez compris, surtout Glasgow. Hein. D'ailleurs Glasgow, au passage, est-ce que vous connaissez la ville? Alors, le quartier, c'est un quartier en fait, un quartier dans une ville où l'espérance de vie est la plus faible en Europe. Eh bien, c'est un quartier de Glasgow qui s'appelle Calden et c'est 59 ans. L'espérance de vie, c'est 59 ans. Il y a 4 générations de chômeurs. Alcoolisme, diabète, pas de médecin. Vous voyez, voilà, la situation de la classe ouvrière en Angleterre, elle est aussi encore extrêmement présente et il y a Madame Thatcher des de l'Angleterre du Nord qui sont ruinés. Ça s'est retrouvé dans le rock également, hein, où il y avait des antagonismes entre les groupes du Nord, les groupes du Sud, qui étaient plutôt des travaillistes, les autres étaient plutôt des conservateurs. Ou les Beatles, par exemple, qui présentaient toujours bien, mais c'est des fils de prolos, les Beatles. C'est des fils de dockers, des fils de. Alors que les Stones, c'est des fils de petits bourgeois. Alors ils jouent machin et tout, les drogués, les trucs. Alors que les autres, ils sont hyper clean, ils ont le costard cravate. Au début, ils avaient le blouson en cuir, hein, quand même. Hein. Pardon ? Au début, ils avaient un blouson en cuir, hein, noir. Au tout début. Oui, bien sûr, oui, au tout début. Mais oui, effectivement, c'était plutôt que ça. Trouver la carte, voilà. Enfin, c'était pour voir l'antagonisme, mais bon, ça se retrouve aussi dans chaque pays où vous avez une région riche comme la Catalogne, où, voilà, qui va tirer la misère de l'Andalousie, où il n'y a que le désert, il y a 3 fois rien, ou l'Italie du Nord, et en Allemagne. Dominique doit connaître ça aussi, je pense. L'Allemagne de l'Est, bien sûr. Alors, les Länder de l'Est. Le miracle allemand, il se fait grâce aux Polonais et aux Hongrois qui franchissent les ouvriers, la frontière, les journaliers tous les jours. Hein. Oui, donc il y a des disparités. Enfin, bon, et même, je devrais. Les Mercedes allemandes qui se vendent aux États-Unis sont montées au Mexique. Je peux être un petit peu vache, même pour prendre ce qui se passe aujourd'hui avec l'Alsace, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qui se passe avec l'Alsace, quand même. C'est organisé. Hein. La communauté européenne économique d'Alsace, où ils ont appelé au démembrement du Grand Est. Il faut se rappeler que l'Alsace, par exemple, ne voulait pas de la Champagne-Ardenne, il ne voulait pas des pouilleux, et pas des pauvres. Et c'est la troisième région la plus riche de France, c'est l'Alsace. Il voulait regarder vers le Bade-Württemberg. Bien sûr, et la Suisse. Et la Suisse et les Allemands. Avec la bénédiction de Bruxelles. Oui, c'est ce qu'ils veulent faire. Voilà. Mais ils veulent pas de la Champagne-Ardenne et de la Haute-Marne, je ne vous en parle même pas. Hein, non. C'est peut-être un peu comme les Bretons et les Basques. Hein. Ils ont une identité forte, hein, aussi les Alsaciens. Ah oui, non, mais là, c'est pas une histoire de je parlais alsacien ou je sais pas quoi, là, c'est une histoire de gros sous, là, quand même. Hein. C'est un Corse qui vous parle. Quand l'identité vient au premier plan, c'est qu'on est déjà dans la merde. Excusez-moi, je parle français. Hein, je veux dire, quand il n'y avait pas le chômage de masse, les Corses, ils étaient pro-De Gaulle, pro-français, etc. Mais quand tout d'un coup, le centre ne donne plus d'argent, les Corses, ils deviennent anti-français et ils sont pour Bruxelles ou pour les États-Unis. J'ai beaucoup travaillé dans les pays pauvres. Je connais un peu la mentalité de pénurie, comme on dit. Mais je voudrais rebondir sur ton histoire que c'est actuel, cette histoire de contre-révolution, que bien sûr, c'est là. Que les arguments n'ont pas tellement changé. Aujourd'hui, on assiste à une divinisation de la nature. Vous vous baladez dans la rue, il n'y a que ça. Les oligo-éléments et ceci, et ça, c'est un produit naturel, et ça, c'est bio. Enfin, il n'y a plus que ça. Il y a une divinisation de la nature et une diabolisation de l'homme. Je suis terrifié par les millions d'enfants qui regardent la télévision et à qui on inculque une haine de l'homme. Je suis terrifié parce que j'ai des souvenirs historiques, moi. D'accord ? J'ai parlé tout à l'heure, sous Hitler, la Révolution nationale. La première réserve de protection de la nature est apparue en 1937 sous le Troisième Reich dans comment s'appelle cette belle région d'ailleurs, dans la Thuringe, la région de Nuremberg, en gros, mais surtout, Burke, que tu as cité tout à l'heure, le premier grand contre-révolutionnaire dès la Révolution. Bon, je prends du recul, je ne veux pas être confus. Nous ne vivons pas une époque révolutionnaire ni contre-révolutionnaire. Nous vivons depuis la prise de la Bastille,
dans un conflit permanent entre révolution et contre-révolution. Il faut dialectiser, il ne faut pas à la hache trancher. Etc. Or, en termes de chronologie, les périodes dirigées par un système issu d'une contre-révolution sont infiniment plus longues que celles qui ont été dirigées, qui sont issues d'une révolution. Je veux dire que dès après la Révolution française, il y a Louis XVIII qui revient. Bon, il fait tellement de conneries, enfin, c'est pas lui, hein, autour de lui, ses conseillers, quoi, à coups de crosse, ont cassé la tête d'un paysan qui ne se découvrait pas devant une procession religieuse, etc. Enfin bref, il n'y a qu'à voir les pamphlets de Paul-Louis Courier qui sont admirables. Il s'en va. Révolution. Après, le roi bourgeois, Louis-Philippe, hop, deuxième révolution, 1848. D'accord. Mais à chaque fois, il y a une restauration. D'ailleurs, c'est le terme politique de l'époque. Après la Commune de Paris, le peuple révolutionnaire est traumatisé par le carnage de la Commune. Parce qu'une trentaine de milliers de morts en une semaine, je veux dire quand même, hein, je veux dire, et j'habite pas loin ici, à Cachan, il y a un arrêt de bus qui s'appelle la Grangerie où ils ont massacré 220 communards dans la grange, hein, je veux dire. Bon. Là-dessus, Dominique, si je peux me permettre, je vous conseille absolument de regarder les 12 heures d'enregistrement, je crois, d'Henri Guillemin, de la Commune de Paris. C'est superbe, c'est magnifique. Grand travail d'historien. Ah oui, c'est vraiment… Et donc, moi, j'ai regardé ça, j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes, quoi. Enfin, le type, en plus, il est face caméra, il parle, et puis c'est tout. Vous l'écoutez. Et il par le menu, par le détail, il vous raconte comment ça s'est passé, comment ça s'est produit, comment Thiers a négocié la paix avec Bismarck, comment les Parisiens voulaient continuer la guerre, comment se sont comportés les écrivains. Mais c'est affolant, Georges Sand, mais quel salope. Ils sont tous contre les communards, à quelques rares exceptions. Verlaine, Rimbaud, Vallès, enfin 3-4, mais ce qu'ils racontent, c'est abominable. Les tortures physiques, les massacres où les types prennent la baïonnette comme ça et ils visent l'œil. Le type est par terre, il vise l'œil, il lâche la baïonnette, quoi. Paf. Enfin, c'est une barbarie sans nom. Et ce type, bon, il est… Oui, mais justement, ça va refroidir les velléités révolutionnaires françaises pendant longtemps, et c'est ce qui fait qu'il y a eu la Commune, mais après, le régime qui en est issu, c'est la Troisième République qui va nous amener à une boucherie qui est la guerre de 14. Allez, première ligne, paf, hein, que des gamins de 18-20 ans, puis deuxième ligne, allez, troisième ligne. C'est un régime qui a été capable de faire ça. Glouskar, que tu citais tout à l'heure, disait la bourgeoisie a profité de la guerre de 14 pour liquider des siècles de paysannerie dont nous sommes issus à l'origine. Voilà. Donc, encore une fois, les périodes contre-révolutionnaires ont duré plus longtemps. Mais ce n'est pas à là que je vais en arriver, c'est à ce qui est actuel. C'est que le discours, et maintenant je vais citer Burke qui disait déjà quel programme de l'écologie d'aujourd'hui. J'ai rencontré des Polonais dans ma vie, j'ai rencontré des Hongrois, j'ai rencontré des Français, je n'ai jamais rencontré l'homme. Anti-humanisme. L'homme en général, ça n'existe pas, il n'y a que des ethnies, ça c'est actuel. Pour qu'il n'y ait plus de lutte de classe, on oppose les Hutus aux Tutsis, les Corses aux Français, les hommes aux femmes, les jeunes aux vieux, les homos aux hétéros. C'est bien ça que vous voyez sur les plateaux télé, il n'y a plus que ça, pourvu qu'il n'y ait surtout pas de lutte de classe. Alors que Madame Lagarde, ex-patronne du FMI, maintenant patronne à Bruxelles, je veux dire, a réduit la retraite des vieilles estoniennes à 50 € par mois. Mais là, on parle féminisme moderne, ça. Ah oui, ce féminisme. Je suis sûr qu'elle est plus féministe que moi, Madame Lagarde. Ça, c'est le féminisme bourgeois. Moi, j'ai mon féminisme qui a travaillé égal, salaire égal, et on en est loin. D'accord? Vous voyez, donc c'est encore actuel, la contre-révolution. C'est le même discours. C'est qu'on revient. Bon, je vais être un peu plus technique en tant que philosophe, à des ontologies, c'est-à-dire des choses qui dépendent que de la naissance. Et donc, on revient à ce que tu disais tout à l'heure. Il fallait naître noble. Pour être noble, on ne pouvait pas le devenir. Et bien là, on est homme ou femme, on est noir ou blanc. C'est ça, les plateaux télé aujourd'hui. Regardez cette pauvre petite traductrice scandinave à qui on a interdit de traduire un livre parce qu'une blanche ne peut pas traduire le bouquin d'un écrivain noir. C'est quand même extraordinaire.
C'est la contre-révolution complète, parce que la révolution a consisté à montrer qu'on s'en fout de la couleur. Merde, quand même. Ou de la conviction religieuse qu'il faut respecter, mais sans l'imposer aux autres. Que de fois on entend dire « vous ne respectez pas mes idées ». En fait, il veut dire « vous osez me contredire ». On n'a plus le droit de contredire, c'est qu'on ne respecte pas l'idée de celui qui est là. Combien de fois on entend maintenant, quand on met en cause certains aspects des dégradations que l'homme ferait sur le capitalisme, dégrade la nature et l'homme. Hein. Mais non, on ne dit pas que c'est capitalisme, on dit que c'est l'homme, c'est-à-dire c'est vous. Là, quand on fait nos courses à franc prix, nous nous vautrons dans la consommation et c'est à cause de nous que la Terre se réchauffe. Enfin, c'est quand même extraordinaire ce qu'on entend. C'est quand même extraordinaire. Parce que ceux qui ont fait des carnages de millions de morts nous montrent du doigt. La COP 21, c'est Chirac et Macron hein, qui la prolongent. C'est pas moi. Hein. Bon, voilà. Donc, Alors il n'y a rien de plus actuel que ces thèmes contre-révolutionnaires qui donnent le privilège à ce qui est de ce qui ne bouge pas, la couleur, le sexe, le genre, comme on dit maintenant, pas, par rapport à ce qui bouge, c'est-à-dire riche ou pauvre, je cite Rousseau, puissant ou faible, tout citoyen oisif est un fripon. Voilà. C'est ça. Je voulais montrer l'actualité du discours sur la contre-révolution qui malheureusement est beaucoup plus actuel dans l'idéologie dominante que la révolution. Je suis corse, hein, chez moi en Corse malheureusement, c'est pour ça que je vis en banlieue parisienne, j'aurais une autre qualité de vie pour le même prix, hein, j'aurais vu sur l'Italie et j'aurais 3 pièces de plus, n'est-ce pas, pour le même loyer si j'étais à Bastia. Mais moi j'ai envie d'être libre de parler. On ne peut plus. Vous dites ça parce que je suis corse. Vous voyez, c'est une ontologie maintenant, alors qu'il y a des Corses qui exploitent d'autres Corses. Mais ça devient tabou, les différences sociales et économiques. On n'a plus le droit d'en parler, c'est réducteur, c'est révisionniste bientôt. Vous voyez, on ne doit parler que des différences de nature. C'est extrêmement grave la période que nous vivons à ce niveau-là. Et pendant ce temps, la Chine sort chaque année des centaines de millions de personnes d'une misère millénaire. Je n'ai pas dit que tout va bien en Chine, hein, mais enfin tout de même, c'est autre chose, vers la lumière. Alors on a beau dire qu'ils sont exploités, les ouvriers chinois, je suis d'accord, mais enfin je veux dire, avant ils enfonçaient le fumier humain avec les pieds dans les rizières, maintenant bon, ils sont exploités dans un atelier dans la banlieue de Shanghai, il y a un progrès, il y a de l'eau courante et il y a du courant. Voilà. Oui, sans même parler de l'état de ce pays où on nous annonce 12 millions de personnes au seuil de pauvreté pour l'année 2021 suite à la crise sanitaire. Enfin, il y en avait déjà 10 millions, mais il faudra en ajouter 2 millions. Donc ça me paraît un peu plus prioritaire que de ramasser des papiers, comme on voit par exemple à Saint-Dizier, des pétitions qui tournent, parce qu'il y a 3 papiers par terre au bord de la Marne, etc. Alors vous avez un quart de la population dans cette ville, c'est-à-dire 6 000 personnes qui sont au seuil de pauvreté. Voilà, vous avez 25% de personnes qui est à la soupe populaire à Saint-Dizier. Et aujourd'hui, les débats, c'est de savoir s'il faut qu'on ramasse au Jard ou dans le parc, s'il faut qu'on ramasse les papiers ou pas. Moi, j'ai jamais. Enfin bon, moi à 56 ans, j'ai jamais vu un pays dans lequel je vis aussi propre que ça. Moi, j'étais gamin, on jouait sur des tas d'ordures. Hein. Alors, ils vous ont mis des déchetteries tous les 15 km. Aujourd'hui, il y a une déchetterie. Il y a du tri sélectif dans partout. Mais alors, dès que vous avez un papier par terre, vous avez une pétition, les gens deviennent complètement tarés parce qu'il y a 3 papiers par terre. Et tout ça, ça occupe les esprits pendant que les véritables phénomènes que vient de décrire Dominique se produisent sous nos yeux. Voilà, il y a une misère endémique dans cette ville qui a été complètement massacrée d'un point de vue industriel, où toutes les grandes usines ont foutu le camp, soit dans les pays de l'Est. Les fonderies. Les fonderies, il n'y en a quasiment plus, à part dans la vallée de la Blaise. La plus grande entreprise, McCormick, Sima, bon, c'est fini. 3000 ouvriers, c'est fini. Il n'y a plus personne, c'est terminé. Voilà, il y a une désindustrie, une paupérisation de la population qui a perdu quasiment un tiers de sa population en 40 ans. Je veux dire que ça, on peut parler de la Syrie, des bombardements en Syrie ou je ne sais pas quoi, mais c'est aussi des choses concrètes qu'on vit tous les jours. Hein, ce dont on parle, c'est pas, voilà. Oui, sauf que toi, tu t'en plains. Il y en a qui s'en réjouissent qu'il n'y a plus d'industrie. Oui, il y aura des espaces verts à la place et des espaces de loisirs. Aujourd'hui, à Saint-Dizier, ce qui focalise les débats, c'est de savoir s'il faut abattre ou pas les arbres de la rue Louis Ortiz. Voilà. Et les gens, et donc la petite bourgeoisie du centre-ville, là, parce qu'ils n'ont jamais foutu les pieds au Verbois ou dans un autre quartier, elle vous fait tout un pataquès, et comme il n'y a plus que eux qui votent,
et donc ils ont reçu l'oreille de la municipalité, bien sûr, hein, pour savoir s'il faut abattre les arbres ou pas. Alors que à côté de ça, effectivement, vous avez un quart de la population, 6 000 personnes, au seuil de pauvreté, à la soupe populaire, avec moins de 1 000 euros par mois. Ben, je ne sais pas, bon, est-ce que les arbres, c'est important, les chats, les animaux, tout ce que vous voulez, hein, c'est sur doute ce… Je te trouve très mesquin, Bertrand. Je te trouve très mesquin. Je te trouve très mesquin et étroit d'esprit de penser à la fin du mois, alors qu'il y en a qui pensent à la fin du monde. Et oui, la planète qui était là bien avant nous, hein, 4 milliards d'années, je pense qu'elle sera là un petit peu. Et elle sera là après nous. Ouais. Je pense qu'elle sera là aussi après nous. Et donc tout ça, effectivement, c'est bon, une espèce d'idéologie dominante qui sert aussi à masquer quand même les vrais problèmes qui nous concernent directement. Hein. Et tu n'as pas parlé du danger de guerre. J'ai 75 ans passés, je n'ai jamais vu, il y a des avions qui se frôlent en mer de Chine ou dans la Baltique, là, que ce soit la Russie ou la Chine, qui se frôlent à 2000 à l'heure à quelques mètres près. D'accord, il peut arriver qu'il y ait tout d'un coup un processus qui s'enclenche où même les politiques peuvent plus rattraper le coup. Hein, on entre dans ce qu'on appelle une logique de guerre. D'accord. Alors pour masquer tout ça, on parle de quoi? Eh ben, je vais vous le dire, ce que j'ai appris hier, c'est qu'il faut supprimer l'esclavage des chiens d'aveugles. Mais non, je l'ai lu, j'ai cru que c'était une plaisanterie, je cru que c'était dans le Gorafi. Non, c'était sérieux. Il y a des, je sais pas comment c'est, des antispécistes, des véganes qui disent il faut plus qu'il y ait des chiens d'aveugles. C'est vachement sympa pour les aveugles, vous voyez, comme l'homme compte peu là-dedans. Et surtout, c'est ignorer qu'il y a pas plus malheureux qu'un chien d'aveugle dont le maître a recouvert à la vue grâce à une heureuse opération et qui devient déprimé parce qu'il ne remplit plus sa fonction. Voilà. Ok, donc je pense qu'on a terminé. Là, je voulais simplement vous lire un petit passage de Victor Hugo. Issu des Misérables ou Victor Hugo. Alors Victor Hugo, il écrit Les Misérables, je crois, c'est en 1852, il me semble. Et il a vécu les barricades. Hein. Il a vécu 1830, 1848 et 1870. Ah, c'est l'homme du siècle. Voilà, il a vécu quand même. Donc il voit. Alors moi, Les Misérables, j'avais jamais lu, sauf tout le monde pense avoir lu Les Misérables, mais en fait pas beaucoup. Ça fait 1200 pages quand même, c'est costaud. Et j'avais lu des passages, vu des adaptations au film, etc. Et moi j'ai pas lâché le livre, hein, donc j'ai avalé le truc. Enfin c'est quelque chose. Donc il fait les barricades, hein, bien sûr, avec Gavroche, avec tous ces personnages qui sont là. Et il fait une distinction entre l'émeute et l'insurrection. Alors il dit, il y a l'émeute et il y a l'insurrection. Ce sont deux colères. L'une à tort, l'autre à droit. Dans les États démocratiques, les seuls fondés en justice, il arrive quelquefois que la fraction usurpe. Alors que le tout se lève et la nécessaire revendication de son droit peut aller jusqu'à la prise d'armes. Dans toutes les questions qui ressortissent à la souveraineté collective, la guerre du tout contre la fraction et l'insurrection. L'attaque de la fraction contre le tout et l'émeute. Et il poursuit un petit peu plus loin. Le suffrage universel a cela d'admirable qu'il dissout l'émeute dans son principe et qu'en donnant le vote à l'insurrection, il lui ôte l'arme. L'évanouissement des guerres, de la guerre des rues comme de la guerre des frontières, tel est l'inévitable progrès. Quelle que soit aujourd'hui la paix, c'est demain. Alors, ce que je trouve aussi intéressant dans ce qu'il raconte, c'est quand il parle de la guerre des rues et de la guerre des frontières. Parce que si on regarde la révolution française ou la Commune de Paris ou la révolution bolchevique, il y a un contexte de guerre tout de suite aux frontières, quoi. 1792, Valmy, la Prusse qui envahit. Oui, parce qu'on a peur de la contagion. Et quand je vous parlais tout à l'heure de la parenthèse 1936-1946, c'est quand même la Seconde Guerre mondiale au milieu quand même. Hein. Oui, et donc avec les grandes avancées sociales, les grands mouvements, alors on ne peut pas dire que ça soit une révolution 36-46, une révolution avec, mais quand même c'est bien parce que il y a eu un certain camp qui a gagné en tout cas la Seconde Guerre mondiale, je pense notamment aux soviétiques et au Parti communiste qui était à, je sais pas, c'était à 30%, je crois, hein, 30% dans l'opinion. 28% dans l'opinion, mais surtout dans les maquis et encore armés, que le patronat qui avait quand même largement collaboré dès les années 30 avec
Alors, Hitler a signé un peu comme ça, le bras de fer était plutôt en faveur de la classe ouvrière et que ça a quand même été quelque chose d'assez révolutionnaire quand on repense à ce qu'était la condition sociale ouvrière où on était à la journée, je sais pas, de 10 heures par jour, où les retraites, c'était des caisses particulières, et où les vieux, je ne sais plus comment on les appelait, c'était les pauvres vieux. Enfin bon, il y avait vraiment une misère des personnes les plus âgées, parce qu'il y avait absolument rien qui était pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de retraite, quasiment pas. Enfin bon, et une espérance de vie à 60 ans. Hein, sortir de la guerre, c'est l'espérance de vie, c'est 60 ans quand même. Donc ça, c'est quand même une avancée révolutionnaire concrète, je pense, d'un point de vue social. Gagner 20 ans d'espérance de vie grâce à la sécurité sociale, la retraite par répartition, la médecine du travail, on est mieux soigné. Alors c'est vrai, il y a des problèmes. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, surtout chez nous. Hein. On n'a plus de médecins. Il y a des problèmes depuis qu'on attaque ces avancées. Oui, depuis qu'on les grignote. Voilà. Et Dominique a fait une expérience récemment des urgences à Paris où c'était. Bon, je te rassure, Dominique, c'est pas mieux chez nous. Hein. Les urgences, c'est pas mieux chez nous hein, quand même. Hein. Ça me console pas. J'ai des cas, enfin, on m'a dit que de gens qui arrivent à 14 heures et qui repartent à 5 heures du matin, quoi. Hein, voilà. Ça arrive. Voilà. Mais quand même, bon. Dans le 5e pays le plus riche du monde. Voilà. Il y a eu quand même de grandes avancées. Alors, c'est vrai que depuis 70 ans, il y a contre-révolution également, puisque dès 67, les ordonnances de Gaulle qui attaquent la parité, sur les négociations à la sécurité sociale. Hein. Donc voilà, les coups de boutoir du patronat, du capital, ils n'ont pas cessé depuis 70 ans pour mettre à terre ce modèle social. Hein. Donc les privatisations, oui, les privatisations. Mais tout ça, c'est quand même le fruit de l'histoire. À savoir que quand vous avez l'armée rouge à Berlin, à 600 et quelques kilomètres de Paris, que vous avez les FTP qui sortent des maquis, et il faut lâcher du lest. Il faut lâcher du lest. L'opinion quasiment qui est prêt à prendre le pouvoir. Hein. En Italie et en France, les Américains ont eu très peur quand même à un moment donné que ça bascule. Hein. C'était voilà. Et donc tout ça, c'est les circonstances historiques, les mouvements historiques, et ils sont aussi partie prenante dans les mouvements révolutionnaires. Hein. Et il faut faire avec, comme Thiers a négocié avec Bismarck. Hein, comme voilà, ils ont. Faut voir que Paris était encerclé par les Prussiens. Hein. Il y avait les canons qui étaient dirigés sur, je crois qu'ils étaient tout à l'ouest, sud-ouest. Enfin, bon, il y avait une demi-ceinture parisienne de canons prussiens qui étaient prêts à canarder directement. Hein. Donc, c'est quand même des circonstances qui font que les choses peuvent basculer dans un sens ou dans un autre. Hein. Il y a la lutte de classe. Hein. Il y a un rapport de force qui s'établit dans un sens ou dans un autre. Donc ça, c'est quand même des circonstances dans les mouvements révolutionnaires qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça que si on peut analyser brièvement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes depuis 2 ans, je dis pas qu'il manquait ça, mais en tout cas, bon, il y a eu ce qui s'est produit, mais ça a été quand même, voilà, ça n'a pas été un mouvement révolutionnaire dans le sens où il y a eu un avant et un après, et de manière irréversible, on ne reviendra pas en arrière. Mais bon, toutes les circonstances n'étaient sans doute pas réunies pour que ce mouvement-là puisse aboutir à une réelle révolution. Hein, puisqu'il faut également, comme on l'a dit, pour au 18e, un grand bouillonnement, il faut que les gens commencent à se mettre à penser différemment à un moment donné aussi, et une conscience de ce qu'ils éprouvent, de ce qu'ils sentent, et qui se sentent concernés à la fois par ce que fait lui, Frédéric, Dominique, Christine, Mohamed, enfin peu importe, c'est-à-dire qu'il y a une conscience de classe. Donc une conscience de classe, et puis de grands mouvements intérieurs et extérieurs qui vont permettre qu'une situation peut basculer dans un sens ou dans un autre. Alors j'aurais bien aimé entendre aussi Dominique sur cette idée de fin de l'histoire, hein, qui est un concept hegelien, on peut dire, de savoir, puisqu'on nous l'a ressorti en 92, hein, quand le bouquin du titre Fukuyama qui nous avait annoncé, donc c'était suite à la chute du mur de Berlin, le fait qu'il n'y ait plus d'opposition à l'Est, l'URSS s'étant effondré,
les libéraux nous ont dit on a gagné, quoi. Hein, c'est la fin de l'histoire, ça ne bougera plus, le libéralisme a gagné, le capitalisme a gagné. Donc il a repris le concept de Hegel de fin de l'histoire. Alors si tu pouvais peut-être nous le repréciser, Dominique, et de voir si ça a un léger rapport avec ce qu'ils nous ont raconté, la fable qu'ils nous ont racontée en 92. Là. Oui, alors attention, hein, je veux dire, je mets au défi quelqu'un de trouver chez Hegel une formule où il dit que l'histoire est finie. Hein. Il y a quelque chose qui s'achève à son époque, ça il le dit. À l'époque moderne, il dit, pas avec lui, à l'époque moderne. Il y a quelque chose qui s'achève. Et Marx est d'accord, sauf que Marx, il appelle ça la fin de la préhistoire humaine. Là, ça répond bien à ta question. Il y a une correction de vocabulaire. Ce qui, chez Hegel, est censé marquer comme une fin de l'histoire, chez Marx devient la fin de la préhistoire. C'est quoi? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les grands craquements qui se font entre la révolution industrielle anglaise, un mouchoir de poche historique, hein, donc 18e siècle, et la révolution politique française, révolution économique anglaise, révolution politique française, ont produit le monde où nous sommes encore maintenant. Le monde où la campagne est passée à la ville, où le secteur primaire, la paysannerie, c'est surtout l'industrie qui a été la source de la richesse nationale. Tout ça, on est encore dedans. En ce sens-là, il y a bien quelque chose qui est fini, ce qui, depuis les millénaires, était, bon, je vais parler en termes un peu techniques, chez Hegel, le monde substantiel, le monde religieux, le monde où tout avait une explication, où les réponses précédaient les questions. Pour qu'un gars comme Pascal, pourtant un grand chrétien, je veux dire, pour qu'un gars comme Pascal, qui est par ailleurs un immense scientifique, hein, la machine à calculer, le calcul de probabilité, et le triangle de Pascal, dise en plein XVIIe siècle, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Vous voyez, il sait bien, lui, que c'est irréversible, Galilée, le matérialisme, la physique mécaniste. Il n'y a plus Dieu, il n'y a plus les anges, il y a le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Alors, vous voyez, il y a un traumatisme de la modernité et la contre-révolution joue sur ce traumatisme. En disant qu'il faut revenir, voilà, au père malien, enfin, vous connaissez ça mieux que moi, à l'immédiat, à la proximité, c'est un mot à la mode. Vous voyagez trop, mes amis. Le confinement vous fera du bien. Voilà, il faut être assigné à résidence de nouveau. Bon, j'ai trop vécu dans des pays pauvres, tu comprends? J'ai trop vécu dans des pays où les femmes font 10 km le matin pour aller chercher de l'eau d'abord, avant de commencer la journée. Puis après, elles font 10 km pour trouver du bois pour chauffer l'eau. Parce qu'il n'y a ni énergie dans la maison, ni tout ce qui énerve Europe Écologie Les Verts, l'énergie, EDF et l'eau courante. Il n'y a pas tout ça. Ces femmes-là, allez leur parler de nos problèmes tels qu'on les entend sur BFM TV, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, ça répond bien à ta question sur la fin de l'histoire. Il y a bien quelque chose qui est fini. C'est un peu le monde substantiel de la croyance, de la superstition, ça c'est fini. On ne peut pas faire comme si la Terre était cubique. Hein, Nerval, que j'aime bien citer, disait « l'ignorance ne s'apprend pas, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas ce qu'on sait ». Et est-ce que ce n'est pas aussi une certaine forme de l'État que Hegel entend par là aussi? Alors, c'est très compliqué, je ne voudrais pas qui serait à la fois celui de Napoléon. Non, mais il y en a qui sont fatigués. C'est-à-dire un État fort et que… Oui, mais ça nous emmènerait loin parce que je pose juste le problème, je me garderai bien de la discussion qui permettrait de le résoudre, mais je vous le soumets. Il y a confusion permanente quand on parle d'État entre l'État et l'appareil d'État. Et je ne dirais qu'une formule pour que ce soit clair, parce que pour l'instant c'est un peu confus. Aujourd'hui, nous vivons sans doute dans le plus monstrueux appareil d'État qui n'ait jamais existé. Je ne sais pas, moi, les écoutes, les satellites, les trucs, vous voyez bien ce que je veux dire. Je veux dire, la police de Napoléon, c'est la bricole à côté de ce qu'on peut faire maintenant. Hein. Par contre, ce monstrueux appareil d'État est au service de quoi? Du privé, c'est-à-dire de ce qui est le plus hostile à l'État. Vous voyez comme c'est pas simple. Autrement dit, il ne faut pas jouer sur le mot. Si l'État, c'est le flic qui me met un PV sur mon pare-brise, n'est-ce pas? Ou qui me dit, vous n'avez pas de masque, vous aurez 35 € même si vous êtes SDF. Bon. Ou 135, je ne sais plus. Mais si l'État, c'est ça, d'accord? Mais l'État, c'est aussi ce que Rousseau appelle la volonté générale. Oui, c'est-à-dire le domaine public
par rapport à l'arbitraire du privé qui, sans foi ni loi, peut y faire ce qu'il veut. Et je terminerai par un exemple pour que ce soit bien clair. Quand je me promène et que je vois marqué forêt privée, champignons interdits, ça veut dire c'est toi qui en es privé, toi, là, parce qu'il y a mon mur qui t'empêche de les prendre. Pourquoi pas? Mais quand je vois marqué forêt domaniale de Chantilly ou bien près du lac du Der, quoi, chez vous, vous avez de magnifiques forêts, d'accord? Ben là, le fait que ce soit l'État qui possède ces forêts, c'est-à-dire vous et moi, la volonté générale, ça étend ma liberté plutôt que ça la limite. Donc voilà, pour l'État, je ne fais que poser le problème. Il faut bien faire attention aux définitions. D'accord. Et pas confondre l'État et l'appareil d'État. Et j'imagine que le dépérissement de l'État chez Marx, ou la destruction de l'État, parce que je crois bien que c'est même l'épisode de la Commune de Paris qui l'a fait évoluer sur la question, où il parlait de dépérissement. Tout à fait, tout à fait. Et après, c'est plutôt la destruction, en tout cas, il parle plutôt de l'appareil d'État. Bien sûr, bien sûr. La destruction de l'appareil d'État. Bien sûr, tout à fait. Bon, ben voilà, on a fait, je ne sais pas si vous avez d'autres petites remarques à faire. Bon, je fais juste un remerciement à l'Université populaire de Saint-Dizier, soulever des problèmes qui ont besoin d'être soulevés. Voilà. Et il faut que ça vienne de l'Est profond. C'est une Corse qui parle. Alors, je sais que tu es très attaché à l'Orient, à l'Est, et dis-nous pourquoi, parce que je crois que tu rajeunis, c'est ça? Mais oui, chaque fois que je vais vers l'Est, je vais contre la marche du soleil et donc je gagne un peu de temps. Voilà, donc à l'Est, toujours à l'Est. Soyons sérieux. Ok. Bon, bah, les camarades, les amis, merci. Merci Christine, merci Frédéric, merci Bertrand. Merci, hein. Alors bon, j'ai entendu des hommes politiques ici qui me disent que la fin du confinement est prévue pour le mois d'avril. Je ne les crois qu'à moitié. En tout cas, si c'est le cas, Dominique, on t'invitera en chair et en os. Bon. Parce que oui, Christine. Je ne sais pas si je t'avais dit, mais au mois de juin, on a prévu de faire quelque chose avec Badiou et Platon. Ah, d'accord. Le Gorgias en théâtre, une pièce de théâtre. C'est un texte fétiche pour moi, ça tombe bien. Oui, mais je sais. Donc, j'espère qu'on pourra le tenir. Pour l'instant, c'est en suspens, mais voilà. Donc, et si on ne peut pas le faire, eh ben, on fera quelque chose de cet ordre-là d'ici là. Voilà. Elle ne voulait pas que ça se termine sans être là, quand même. Hein. Ah oui. Ah, ok, je croyais que tu voulais dire quelque chose, Christine. Non, tu as dit exactement ce dont je voulais parler, donc c'est parfait. Voilà, quand on a quelque chose de prévu, effectivement, au mois de juin, juin. La fête du Gai Savoir. Voilà. Le 19. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais comme tu l'as dit, c'est bien. Non, ben, je ne sais pas, tu avais des nouvelles de la troupe de théâtre, tout ça? Non, ils sont toujours OK. Voilà, tout est prêt, tout est dans les starting blocks, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bon, ben, voilà, on verra bien. Ben voilà une secrétaire qui remonte le moral des troupes, au moins. Oui, ben, je pense que, bon, moi, je pense que oui. Après, je ne sais pas. Bon, il faut bien saluer nos amis, hein, Olivier et tout le monde. Oui. À bientôt. Ok. Allez, à la prochaine. Bientôt, hein. Merci pour tout. Merci. Hein. Ciao. Merci à vous. Merci à vous.